Salut, c'est Kael. J'ai trouvé un petit moment juste avant Q4 pour vous donner pas mal de valeur. Je suis accompagné de Zezinho. Merci d'être là. Avec plaisir, c'est un grand plaisir. En plus, il y a eu pas mal de choses qui ont évolué pour toi récemment. On Exactement. aura l'occasion d'en parler. Petite discussion de chill. Le but, c'est de donner pas mal de valeur. On rentre dans le vif du sujet sans introduction directe. Andromeda. C'est quoi ton avis là-dessus? Ah, c'est C'est le vrai que sujet tendance, tout le monde en ouais, parle. faut en parler. Faisons une petite parenthèse Andromeda. Faut en parler une bonne fois pour toutes et dire un peu notre sujet, c'est Voilà. enfin, dire notre avis, c'est quand même important. Hem, Moi, personnellement, Andromeda, si on me l'avait pas dit, j'en aurais aucune idée enfin, je l'aurais vraiment pas vu, tu vois, sur les Hmm. résultats, de manière générale. Pour la simple et bonne raison que déjà depuis un bon moment, quand tu écoutes un peu les gros US qui fonctionnent bien et cetera, on te parle déjà de diversifier depuis déjà Exactement. très longtemps, tous tes créatifs de manière générale. Donc personnellement, il y a rien qui s'est passé en fait. Il y a pas eu vraiment d'avant-après Andromeda de mon côté. J'ai peut-être revu Je commence à revoir quelques structures de manière générale, où avant j'étais vraiment full up, ABO à fond, notamment sur du testing et de temps en temps, je bascule un petit peu plus sur de la CBO, mais ça m'arrive aussi, quand même d'avoir beaucoup, beaucoup d'ABO de manière générale. Donc en vrai, Andromeda, Pas de changement significatif selon non, toi. pas de changement de Je te significatif. rejoins, je te rejoins surtout que ce que les gens poussent et le communiqué de Facebook va dans le sens du bon sens e-commerçant selon moi, c'est-à-dire faire de la diversité, créative, diversifier son ad account, diversifier les concepts, les personas, les messages. Mais c'est quelque chose qui est déjà nécessaire pour faire de la performance et c'est quelque chose que les Américains prônent déjà depuis des mois, voire même des années. Moi déjà quand j'avais commencé, Professeur Charlie T, Dara Dene, Nick Theriot, c'était déjà un peu entre guillemets les choses qui poussaient en avant. Moi, j'ai pas vu de changement drastique sur les ad accounts de pénalités ou autre. On a même des ad accounts où c'est les ABIO qui fonctionnent le mieux encore maintenant et c'est les ad accounts qui font le plus, hein, chez nous. Moi, j'ai l'impression que ça a permis de justifier pas mal, en fait, le mois de septembre qui était assez dur pour beaucoup. C'était une changement il y a eu c'est un changement de période. Les produits d'été commençaient tout doucement à mourir. Peut-être les personnes bossaient un peu moins avec les vacances et finalement, en fait, j'ai l'impression que ça a été une information, un nouveau mécanisme unique pour, faire cliquer un peu partout. Moi, j'ai pas vu de changement significatif et par contre, ça a permis d'avoir un regain de CBO. En tout cas, ça a remis la CBO sur la table, tout le monde en parlait et c'est une structure aussi que je trouve très bonne, hein. ABO, CBO, de toute façon, pour moi, c'est pas ça qui va faire la différence. Ça 100%. va vraiment être la créative, mais ça fonctionne très bien et c'est aussi une structure qui est facile à gérer et ça évite les erreurs humaines, en fait, de décision, surtout en testing. Et ça permet aussi de faire du volume quand même de façon assez sereine. Parce que du coup, ABO, forcément, tu sais, avant, souvent aussi, on parlait pas mal de ABO, un ad set, une créa. Mais il faut avoir mentalement, il faut être serein et il Bien faut être sûr. prêt pour envoyer du volume de créa. Donc, ça permet aussi aux gens de justement diversifier sans trop avoir à énormément mettre sur la table. C'est pas mal. Moi, je préfère ça maintenant, notamment sur une phase de testing. Je préfère beaucoup plus, je t'avoue, maintenant la CBO que l'ABO de manière générale. C'est juste un feeling, c'est un ressenti sur la DaCount aussi de manière générale. J'ai l'impression que ça passe un peu mieux en CBO qu'en ABO et ça permet d'être un peu plus proche de sa trésor, notamment sur une phase de testing. Pour des gens qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément énormément de trésorerie, je trouve ça un peu plus smart au début. Après, au plus le temps passe, au plus tu as de la trésor. En soi, ABO, CBO, même sur un testing, ça change pas grand-chose. Mais de manière générale, de tous les tests que j'ai vus, notamment de mes élèves, etc., enfin, franchement, la CBO, c'est quand même largement mieux sur une phase de testing. Mais après, moi je dis en fait ça dépend des ad accounts parce que c'est ça la réalité, ça dépend des ad accounts, ça dépend des produits. Des fois, sur des phases de testing, tu sors de ta phase de testing, tu rentres en phase de scaling, tu vas venir tester à fond en ABO. Et parfois, il y a des ABO, tu lances, il y a quand même des CPM assez élevés. C'est un peu plus dur d'être rentable. Ou là, en fait, de base, dans ta CBO de base, elle continue de scale à fond. En fait, il faut jouer un peu avec les momentum de son ad account à l'instant T, entre guillemets. Et les structures, c'est pas ce qui est en réalité vraiment game changer. Mais parfois, il arrive qu'il y a certaines choses qui prennent un peu plus que d'autres selon les ad accounts, selon les personnes. Il faut juste jouer avec les momentum, quoi. Ouais, c'est ça et je pense qu'il faut aussi accepter le mystère Facebook. Ça, personne n'en parle, tout le monde essaie de justifier, en fait, une maîtrise. Mais la vérité, c'est qu'on arrive avec des petits budgets pour tester des choses Hmm. et en fait, il y a une part, de random. Après attention, le volume, des bonnes créatives, tout ça fait que le volume, ben, negates luck, mais
la vérité, c'est que voilà, tu lances la même créa en ABO, en CBO, une des 2 peut prendre. Ça, c'est pas la structure, c'est juste, c'est comme ça que ça fonctionne Ouais, c'est vrai. et en tout cas, le volume et la diversité créative, pour moi, ça a toujours été un essentiel. C'est quelque chose, nous, dans notre agence Luma, on a toujours mis en avant. Là, encore plus parce que, bah, c'est avec Andromeda, tout le monde en a pris conscience, en fait, finalement et je voulais savoir, toi, un petit peu, pour toi, c'est quoi une bonne diversité? Est-ce que tu as des formats, concepts que tu aimes bien, pousser plus que d'autres? Que Bah tu vois fonctionner chez tes élèves, par exemple? Ouais, non, en fait, c'est tous les formats qui fonctionnent de manière générale, selon les prods, selon, le moment où tu le lances sur la DAC. Il y a des choses qui marchent plus ou moins bien que d'autres, on va dire. Donc c'est vraiment juste avoir une énorme overview de tout ce qui se passe sur le marché, d'un point de vue statique, d'un point de vue vidéo et il faut absolument tout tester, en fait. La Ouais. réalité, c'est qu'il faut tout tester et selon les prods, selon les moments, parce que ça se trouve, tu vas tester au mois de juin un concept pour toi, ça va pas forcément bien marcher, mais peut-être que 2 mois plus tard, tu vas le retester et là, il va exploser parce que peut-être que tu as revu un peu le script, parce que peut-être l'angle était un peu différent, certainement. Mais parfois, tu relances des créatifs très similaires à un autre moment dans l'année et ça performe bien. Donc, moi, d'un point de vue, franchement, il y en a énormément des concepts, dans la Il y a vérité. pas un Non, concept non, qui, non. selon toi, sort du lot, quand tu le vois régulièrement, ça fait Non, la franchement, bah différence? après, de manière générale, si on parle de vidéo ou de statique, d'un point de vue taux de réussite, c'est sûr que la vidéo performe mieux que la statique de manière générale, d'un point de vue win rate de testing. Mais Win du rate et aussi scaling vertical. aussi. Souvent, une vidéo, ça peut aller beaucoup plus haut Ça tient, qu'une ça, ouais, statique. ça va beaucoup plus loin en termes de spend. Ça tient aussi en général. Ouais, quoique la durée, ça dépend, puisque ça dépend à quel point est-ce qu'elle a dépensé. Mais du coup, le truc, c'est qu'une vidéo, ça prend beaucoup plus de temps à confectionner. Par exemple, si tu veux prendre de l'UGC, etc., il faut commander l'UGC, il Mmh. faut faire le brief, il faut le recevoir, il faut le monter, il faut le tester. Une statique, bah, en réalité, en 10 minutes, même pas, hein, j'ai fait une nouvelle statique et je l'ai envoyée. Tu vois, en 2-3 minutes, tu peux très rapidement faire Bien sûr. une nouvelle statique. D'un point de vue statique, du coup, si on va aborder ce sujet-là, concernant les concepts, il y en a vraiment pas mal. Il y a des formats textuels qui marchent très bien, mais genre des longs formats textuels. Par exemple, bon, ça c'est plus ou moins à chacun de savoir s'ils veulent tester ce type de concept ou pas. Mais par exemple, nous fermons aujourd'hui ou genre liquidation avec beaucoup d'urgence, ça marche bien de manière générale. Un long format aussi en mode c'est le owner qui fait un message, un long message et qui se présente justement. On peut mettre aussi de l'urgence via la liquidation en mettant en avant le owner qui parle. Vraiment des longs formats textuels, ça marche bien. Les formats natifs aussi à Facebook, faire genre que c'est... tu sais, il y a des posts Facebook qui ont différents... comment dire derrière, c'est des différents backgrounds, etc., mais qui sont vraiment propres à Facebook. Ça peut bien fonctionner. Jaune et violet, Ouais, les messages natifs, en fait, hein, exactement, jaune finalement. et violet. Un format aussi, genre story, comme si c'était une vraie story, ça peut bien marcher aussi. Par exemple, une photo client, comme si c'est une vraie photo client. En mode, c'est comme un avis client un peu très réel, sauf que c'est une ads en réalité, avec la bulle Instagram, le rectangle là, avec les bords arrondis, ça peut bien marcher en mode vrai avis client. Qu'est-ce qu'il y en a? Après, il y a les classiques, il y a les problèmes-solutions. Tu fais un split screen. D'un côté, tu as le problème, tous les problèmes que ça résout, et du coup, tu as les solutions résolues d'un autre côté. Le S versus M classique qu'on connaît, mais aussi le S versus M divisé par 3, avec deux autres comparaisons de produits. Pas juste un en mode 1 et 2, mais tu as deux autres produits qui sont de concurrents à toi indirects. Un us versus dem dem. Ouais, c'est Un us ça. versus dem. Ouais, c'est ça, exactement. Ça marche bien. Je peux t'en donner d'autres. Il y en a tellement en réalité, hein. OK. Ouais, non, en fait, c'est vraiment Franchement, il y en a une trop. grosse diversité, Mais c'est la diversité de manière générale. et tous les concepts que tu évoques, c'est en effet, c'est les concepts qu'on voit fonctionner sur le marché. C'est pas des concepts farfelus, Non, c'est des choses qu'on voit fonctionner avec beaucoup d'impression en Europe ou beaucoup d'engagement, aux US et moi, c'est ce que j'invite à faire, en fait, c'est de prendre des concepts qui fonctionnent déjà sur le marché en grand nombre et ne pas être tout le temps novateur à essayer des structures qui ne sont pas existantes parce qu'on n'invente pas grand-chose, hein, finalement. On reprend, on améliore, on adapte à notre produit. C'est souvent ça qui fait que ça fonctionne. moi, c'est le maître mot de toute ma vision de l'e-com de manière générale. Je ne suis pas là pour réinventer la roue sur quoi que ce soit et je me base toujours sur des choses qui ont fonctionné. Au début, on pourrait tester de façon très similaire et après, quand il y a quelque chose qui mord un peu, là, potentiellement, tu viens itérer sur ce qui a déjà mordu et tu itères à fond. Mais typiquement, les statiques, les vidéos, etc., ce que tu fais, c'est que tu vas sur des tools comme TrendTrack, ce genre de tool où il y a des impressions à fond. Tu mets top impression, tu regardes ce qui s'est passé sur les 30-60 derniers jours.
au début, genre tu fais ça chaque mois tu regardes tous les concepts qui sont sortis, les nouveaux concepts, tu peux même aller à 6 mois, 1 an voir ce qui s'est passé, et tu te fais une grosse liste, tout simplement. Carrément, Tu te fais une carrément. grosse liste de ce qui marche, tu fais la même chose. C'est très bien. Moi, je pense quand même, faut savoir un tout petit peu se détacher des templates. Pour moi, il faut se baser sur la data, faire la même chose, mais il faut aussi avoir un minimum un côté créatif et Mmh. savoir sortir un peu des sentiers battus. Parce qu'on a vu quand même une traîne récemment chez les e-commerçants de vraiment vouloir trop, trop, trop reprendre des choses basées sur la data. Et en fait, il manquait ce côté créativité qui est quand même essentiel. Et il faut trouver le bon juste milieu entre avoir de la data, enfin, se baser sur des choses où il y a de la data et faire des choses créatives, et oser sortir des sentiers battus un minimum. Ça, c'est un truc qu'on voit, récemment. Il y a eu un peu cette trend de vouloir faire tout le temps pareil, pareil, pareil que les créa winners et il manquait un peu de vie, quoi, dans les C'est à créatives. cause des templates Canva, tu sais, qu'on Ouais, c'est récupérait de genre des gens aux US et tout. exactement, les templates Canva, Tout les outils préfet, aussi, il y a pas ouais. mal d'outils, templatisés qui sont certes très bien, ça c'est pas le problème, mais ça n'empêche que derrière, il faut trouver les bons assets visuels, parfois modifier la couleur, parfois faire des voilà, savoir aussi, être créatif et connaître son audience et voir, comment elle réagit quoi, en termes Mmh. de DA par exemple. Et toi, tu as des concepts qui marchent bien en tête? Ouais, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. De toute façon, le maître mot, c'est la diversité, hein, tout essayer comme tu as dit. Après, il y a quand même des choses plus cohérentes selon les niches. Dans les niches très problème-solution, santé, moi je recommanderais les VSL. C'est Heu, sous-utilisé, hein, par la plupart des gens, Nous, ça fait des semaines maintenant qu'on s'est expertisé en VSL. mais sans Heu faire des VSL de même juste des mini VSL de mmh 1 minute 30, 2 minutes, 2 minutes 30, il y en a très, très peu qui le font, et dans plein de Exactement, produits, ça c'est vrai, pourrait 1 minute 32 minutes, c'est déjà un très, très bon début et franchement, quitte à prendre le temps, même aller chercher du 4, 5, 11 minutes, certes, c'est impressionnant, mais c'est aussi q les choses qui font la différence. C'est comme les personnes qui vont venir scraper des créas. On a remarqué qu'en fait, justement, ils scrapent les créas les plus faciles mmh, à de manière opérationnelle. Mais pour moi, le vrai argent se trouve lorsqu'il y a une barrière à l'entrée et en fait, des fois, il faut savoir aussi prendre du temps pour faire des vidéos plus longues, co en VSL notamment, pour pouvoir sortir du lot et être en quelque sorte, seul sur le marché à proposer ça et des fois, je préfère produire quelques bonnes créas que faire du junk, de la junk creatives et d'envoyer pour envoyer, c'est pas le but non plus. mmh. Donc les VSL longues, moi, c'est quelque chose que je vois très bien fonctionner dans la niche, santé ou problème solution. J'en ai plusieurs, hein, moi, de mon côté dans la format. Ouais, Tu étais passé en justement, tu étais intervenu, il y a de ça, 1 semaine, un truc comme ça? ouais, 1 semaine et demie? un peu plus, ouais, 1 ou 2 semaines en Ouais, effet. et tu avais parlé justement de la plupart des gens, ils vont vraiment à ce qui est facile, et s'il y a une statique à traduire ou s'il y a un prod avec très peu de créa à traduire et cetera, ils vont l'envoyer parce que c'est la simplicité. Et tu avais dit justement, au plus il y a de barrières à l'entrée de manière générale, au moins il y a de gens qui y vont, et au plus potentiellement il y a d'argent à prendre. Et il y en a plusieurs du coup qui l'ont bien écouté. Et dans la santé notamment, il y en a plusieurs qui se sont mis à traduire ou à envoyer des prods avec des landing pages, avec des listicles entre les deux, avec justement des longues VSL. Et j'ai déjà eu pas mal de retours en mode de très bons testing qui ont pris par rapport à ça. Excellent et ça, c'est Et ils ont pour mis moi, des c'est effets. vraiment le cheat code. C'est on est dans une société du moindre effort, surtout en e-commerce, moi je le ressens et en fait, à chaque 30 secondes en plus dans une vidéo, tu sais qu'il y a 30 des gens qui vont pas faire l'effort de traduire ou de s'en inspirer et franchement, quand tu as une vidéo de 3 minutes, tu sais que tu vas être quasiment le seul à faire l'effort de la prendre de l'Allemagne, de la traduire sur un marché européen ou aux US ou vice versa, peu importe, de US au UK ou autre et en fait, tu te rends compte que ton win rate, il augmente drastiquement parce qu'en fait, tu es littéralement tout seul à faire le boulot et là, c'est là que tu te trouves dans un océan bleu. Le travail permet d'être dans un océan bleu et si derrière, après, tu arrives aussi à processiser, à mettre des équipes en place et cetera, c'est là que ça shine. Mm. C'est donc voilà, ça, c'est la parenthèse. C'était pour dire en concept VSL, on voit ça, très, très bien fonctionner. Ce qu'on voit aussi beaucoup fonctionner, c'est tout ce qui ressemble à du native TikTok, à de l'organique. Nous, on appelle ça les short form. Souvent, c'est des vidéos d'une 10 quinzaine de secondes, musique à fond, musique trendy, pas de sous-titres, pas de voice-over, et vraiment, des clips qui montrent le produit en utilisation, qui montrent le pain point et limite un peu dansant
Et Et même sur des par exemple, si l'avatar client de manière générale peut être, un peu plus âgé, je sais pas, genre une quarantaine d'années, ouais, 100 ça peut 100 aussi bien 100. fonctionner sur du Facebook? Voilà, quarantaine d'années, ça passe 100. Après 60 ans, peut-être pas. Mais même, c'est un format qu'il faut adapter à enfin, il faut adapter la musique, il faut adapter les visuels et après ça va être des pops finalement des pops de messages, de bénéfices ou alors, un pavé de texte aussi POV, qui reste tout le long. Mmh. Ça fait vraiment natif, c'est pas très beau, mais ça performe énormément et ça, encore une fois, il y a moyen de faire un gros volume et ça permet aussi de se détacher du mash-up. C'est de reprendre des b-roll et tout le temps faire voice over, mash-up constamment. Si tu arrives à diversifier avec un peu de VSL si ton produit s'y prête, un peu de short form, un peu d'UGC, des statiques et des sous-concepts, c'est extrêmement bien. Donc short form, VSL. Un concept aussi que j'affectionne beaucoup, c'est le témoignage face cam, RAW, limite sans montage. Ça, c'est très puissant, surtout quand tu as une créatrice avec qui tu t'entends super bien et avec qui tu peux faire du volume, Mmh. avoir des prix sur le volume. Ça permet en fait d'essayer plein de messages, plein de concepts et c'est un format qui fonctionne très bien. Et tu pas à diversifier à fond, d'un point de vue créateur de contenu ou alors tu as tes top créateurs de manière générale et vous bombardez un peu plus sur les top créateurs? Alors, pour moi, il faut diversifier ses créateurs. Il faut double down quand il y en a un ou une qui fonctionne bien. On peut pas valider ou invalider un créateur ou une créatrice, sur un essai, forcément. Par contre, moi, j'aime bien, c'est regarder la qualité des B-rolls. C'est-à-dire que si une créatrice ne fonctionne pas, mais qu'elle m'a donné des B-rolls look-alike de ce qui fonctionne et que je sens qu'elle a le truc, que c'est varié, que les angles de caméra sont bons, que c'est bien éclairé, qu'elle a les codes, là, je vais pouvoir la reprendre. Si vraiment je sens que ça marche pas, dès le début, enfin, si c'est pas si qualitatif que ça, à moins que ça performe, parce que des fois, c'est dur de guess, hein, juste visuellement, je vais préférer pas continuer avec. Et par contre, ouais, diversifier, c'est très important. Diversifier l'âge, diversifier, les ethnies, ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit, sous-coté. Concrètement, souvent, tout le monde prend le profil classique, caucasien, 25-35 ans, ce qui est très bien, hein, mais faut aussi prendre des asiatiques, faut aussi prendre des noirs. Concrètement, nous, Mmh. ça cartonne, quoi. Surtout en France, par exemple. Enfin, il y C'est a vrai que tu regardes, juste tu ouvres les tools de recherche prod en France, tu mets les vidéos. De manière générale, il y a peu de Renault ou d'Asiates, en ah UGC, non, mais qui passent, hein. clairement, Tu te démarques un peu, hein, quand dès que prendre tu des personnes maghrébins, maghrébines, prendre des noirs, des blancs, en fait, de tout littéralement. En fait, il faut que ça représente la population et il y a un pouvoir d'achat. Enfin, faut tester. Faut vraiment tester, parce que ça ouvre des poches d'audience, ce qui permet d'aller scaler plus haut. Des fois, on est étonné, mais en fait, il y a une poche d'audience qui réagit beaucoup mieux à un problème, problème-solution, parce qu'ils sont plus concernés. Enfin voilà, il peut y avoir, plein de raisons. Les influenceurs de leur niche, parlent plus du sujet en ce moment. Il peut y avoir 1000 et une raisons, mais ça fonctionne mieux et donc diversifier. Ça, c'est vraiment, ultra important. Sinon, un concept que j'aime beaucoup, c'est aussi, dans la voiture. C'est un classique, il est là depuis un moment. ah oui. Pas beaucoup de gens en parlent, mais le simple fait d'être dans sa voiture avec des écouteurs et parler, type témoignage, c'est quelque chose qui est très bien représenté lorsqu'on regarde les tops créatives. Hem, ne me demande pas pourquoi ça fonctionne autant, je sais pas, mais le simple fait d'être dans sa voiture et faire un témoignage, nous, on voit que ça augmente le win rate et la performance, énormément. Surtout quand c'est un petit produit qui s'y prête et qu'il y a possibilité de l'avoir sous la main. Ça, c'est génial. J'avoue, je l'ai très, très peu testé ça, typiquement, Bah, je c'est pense. peu testé, c'est facile à Enfin, déployer je l'ai même jamais et testé. ça il y a plus d'une marque qui le font et il suffit de scroller un peu et on le voit vraiment beaucoup. Et enfin, moi, ce que je rajouterais, c'est pas forcément un concept, mais c'est l'itération. En plus, avec, Andromeda, c'est de moins en moins à la mode. On a peur d'être pénalisé et cetera, alors que nous, on voit tout l'inverse Titère à quel point? et justement, l'ultra itération. C'est, reprendre une vidéo winneuse et de ajouter un hook ou de remplacer un hook 20 fois, 30 fois, 50 fois, 70 fois sur une grosse winneuse, hein, qui est déjà bien en place. C'est game changer. OK. Ça change littéralement tout. Moi, ce que je recommande, c'est d'aller sur TikTok, noter le problème,
Donc taper le problème. Voilà, essayer plusieurs mots, essayer plusieurs choses, prendre les vidéos les plus virales finalement et les ajouter tout simplement les 3 premières secondes. Ça a déjà été validé par l'algo TikTok, parce que ça a performé en organique, ça a fait des impressions. C'est des personnes qui connaissent le produit, qui connaissent le problème. Donc en fait, ça hook vraiment quoi, ils savent de quoi ils parlent. Souvent ça point bien, ça call out le problème ou l'audience et le simple fait de rajouter 3-4 secondes devant une vidéo winneuse, ça change littéralement tout. Parce que sur une vidéo de 30 secondes, les 3 premières secondes, c'est pas 10. Ça représente peut-être 60-70. Parce que le hook, c'est tellement important et tout le monde ne regarde pas la vidéo en entier et cetera. C'est le hook, c'est vraiment ce qui fait la différence dans une créa. Puis en organique, le hook, il est d'autant plus important en organique. C'est donc tu reprends des choses qui sont. Si ça a vraiment marché en organique, c'est que le hook était vraiment, vraiment fort. Donc, et du coup, quand tu le reprends, est-ce que, admettons, tu as vraiment une créa, je sais pas, de 30 secondes qui a bien marché, tu enlèves le hook 1 et tu le remplaces ou tu peux faire un Alors double tu hook, peux entre tu peux guillemets, tu peux tu peux si ça essayer colle les bien un 2 minimum, et tu vois? un double hook, ça passe très bien et heu et franchement, on s'en fout de la forme. Mettre une transition si tu veux et tout, si ça fait plaisir, mais le simple fait de prendre un hook et coller la créative, ça fonctionne. Mmh. Et après, il y a la qualité, mais il y a aussi la quantité et la cohérence. Prendre un super hook, l'ajouter à une créa, tu peux faire ça 20, 30, 40 fois. Et nous, de notre expérience, ça sort vraiment beaucoup de winners. Et on a même eu des winners qui ont explosé littéralement grâce à ça. OK. Une créa qui va dépenser 1000 ou 1500 euros daily, qui va passer à 5-6 000 juste parce que ce hook a fait vraiment la différence. Et ça, c'est game changer. Donc, ajouter des hooks à une créa winneuse, basée sur du TikTok organique. Raccourcir une vidéo d'une minute, pourquoi pas essayer de la transformer en 20 secondes, 30 secondes. Comment? Bah, juste en fait en paraphrasant le script et en le réduisant le plus possible, mais on garde l'essence de la créa. On garde le même hook, l'after hook, on garde le même body. Je te parle du footage, mais par contre, essayer de le raccourcir le plus possible. Ça, on a vu aussi, des créas surperformer comme ça. Ça marche pas à tous les coups, mais c'est des quick wins, en fait, finalement Mmh. et les allonger. En fait, c'est vraiment, en fait, torturer une créative Ouais, winneuse dans tous les et sens. je dis pas qu'il faut pas faire de diversité, au contraire, hein, c'est ce que je prône, mais il faut pas non plus négliger l'itération. C'est pas parce qu'il y a Andromeda que, il faut arrêter l'itération, au contraire. Je Donc pense qu'il y en a beaucoup qui ont arrêté depuis. et 100. Nous, on le voit à travers nos partenaires et Ça leur fait peur. finalement, en fait, on pense être pénalisé et cetera. On écoute ce qu'il y a autour, mais changer le hook, c'est changer 70 d'une créative littéralement, hein, en termes de watch time quasiment, Watch time, audience, potentiellement. Un hook, ouais, ça bien peut sûr, réagir complètement c'est différemment ça. Un selon. hook, ça peut call out une autre audience et en fait, c'est bien vu, côté Facebook. Et voilà, faut faire attention aussi à ces histoires de pénalités. C'est comme à l'époque, c'était les ad accounts, le grade de l'ad account. Ouais, Il y a ça les avait bruits matrixé tout il y le a monde. et ça a matrixé tout le monde dont moi et il y a les bruits de couloir, il y a la réalité et souvent ceux qui fonctionnent ne prennent pas en compte ces bruits de couloir. Ceux qui galèrent, ils justifient en fait leur échec à cause de ça. Bah, en fait, moi, j'aime bien prendre en compte ce qui est dit, l'avoir en tête, continuer à tester aussi différemment en fonction de ce que cette nouvelle chose, te dit entre guillemets. Donc Andromeda, admettons, heu, si ça te dit de plus tester, justement les itérations, que vraiment c'est «fini» entre guillemets et les mini itérations, il faut plus du tout en faire. Je vais quand même continuer les mini itérations, garder un œil du coup un peu plus dessus que d'habitude, voir à quel point est-ce que ça réagit. Mais si ça continue de bien tourner, bah, en vrai j'ai pas de raison d'arrêter, tu vois? Mais par contre, je prends quand même un petit peu en compte et si parfois, une créa, vraiment, je la tournais trop dans tous les sens. Je vais me dire: «Bon, vas-y, en vrai, je vais un peu plus diversifier de manière générale». Mais en gros, c'est juste, je prends toujours en compte, ce qui est dit, les bruits externes, tu vois? Je suis jamais fermé d'esprit, tu vois, sur tout de Bien manière sûr. générale. Mais je me dis pas non plus, je suis pas non plus naïf au point de: «Il y a un truc qui est dit, je ne fais que ça», tu vois? En fait, je regarde ce qui se passe réellement sur mes propres tests sur la data et j'agis en fonction de ma data à moi, tu vois? Mais en prenant quand même en compte la data des autres, de manière générale. Non, mais Mais c'est ce qu'il faut faire, c'est être curieux, tester, mais sans non plus, la plupart des gens, ils entendent un truc et c'est perdre fini. confiance et en fait, c'est ce que j'invite à faire, c'est vraiment se solidifier sur les fondamentaux marketing, sur les fondamentaux, de l'Ads en général et ne pas écouter que les tendances. En fait, la base reste la même, hein. On est l'interface entre un produit et une audience
Et en fait, on veut juste connecter le produit et l'audience de par l'offre et les créatifs, tout simplement. Mmh. Et avant de passer au sujet suivant, concernant la diversification de l'ad account, on a parlé des concepts. C'est très bien, hein, ça a beaucoup d'impact et c'est quelque chose qui est essentiel. Mais j'aimerais bien aussi rappeler une chose qui me semble être essentielle, c'est il faut arrêter de parler que de la forme, mais il faut aussi parler du fond. Ça, pas beaucoup de gens le font actuellement et je trouve ça vraiment dommage. C'est le message, l'angle marketing, c'est, l'avatar. Mmh. C'est vrai que on adore parler de Us versus Them, de EGC, Employee, Generated Content, tout ça, c'est cool. Mais c'est quoi ton angle marketing? C'est quoi ton message? Et ça, en fait, il y a des e-commerçants, aussi fou que ça puisse paraître, ils savent même pas. C'est, Ou ils pensent savoir, mais ils ont ou ils jamais pensent réellement savoir, mais ils ont creusé à jamais fond. vraiment creusé et en fait, ils arrêtent pas de tartiner un seul angle et ils se demandent pourquoi ils arrivent pas à scale Ouais, ils ont plus. beau faire beaucoup de concepts, mais en fait, tu restes quand même dans la même C'est poche ça et en d'audience de fait, manière générale. tu as l'impression de faire beaucoup de choses, mais tu es tout le temps sur le même avatar, sur le même angle quasiment, alors qu'il y a des autres angles qui sont super pertinents, qui peuvent être, Exploité, ouais. exploités exactement et il y a aussi des avatars différents. Tu peux toucher une femme de 50 ans, mais potentiellement aussi une femme de 35 ans, si tu fais du contenu un peu plus TikTok friendly, un peu plus, pas forcément dynamique parce que les vieux aiment aussi le dynamisme, mais voilà, juste, les codes en fait, des codes différents et ça c'est souvent négligé. On parle forme, 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 enfin quel concept, quel truc, mais c'est jamais message, wording, Ouais, wording. verbatim client, reprendre les mots du client parce qu'on a analysé son questionnaire post-achat, parce qu'on a analysé ses commentaires Facebook, parce qu'on a été creusé sur Reddit et en fait, c'est quels mots qu'il faut utiliser, c'est des fois, il y a des mots un peu plus sophistiqués que d'autres qui vont toucher une audience peut-être un peu plus éduquée, Mmh. mais par contre, Mais ça, très peu le font vraiment le vrai effort de faire une belle marketing research qui te permet justement d'avoir de la diversité. Mais ça passe juste par une marketing research. Parce que tu exact, imagines, tu as une marketing research qui est vraiment très bien fournie et à côté, tu as une overview de toutes les créas qui fonctionnent bien de manière générale, tous les concepts de statique et tous les concepts de vidéo. Juste, si tu as ça sous les yeux, tu peux t'amuser pendant des heures et des heures et faire de 100 la diversité à l'infini, juste avec toi, ta créativité et des concepts, des angles, des wordings qui fonctionnent et qui sont backés à chaque fois par la data. Et en gros, tu fais des choses backées par la data plus un élan de créativité. Et ça, c'est travail infini, hein. Tu peux. 100 et ça c'est un gros problème, on parle tout le temps on l'a fait là au début de vidéo, on parle des concepts parce Ouais, qu'on adore, c'est l'e-commerce, on aime bien parler d'un exercice d'EM, d'une statique, d'une headline, d'un concept textuel, c'est cool. Mais pour moi, le vrai jeu, c'est de connaître ses avatars, ses angles, utiliser le bon wording, le bon verbatim client et quand tu as le fond et la forme, c'est là que tu vas vraiment réussir, et c'est pour ça que nous, on met mm, vraiment en avance la marketing research. On a des personnes dédiées pour ça, ok. pour vraiment qu'ils fassent le travail en C'est fait quoi un peu de les glitches par rapport à la marketing les research? glitches, je dirais, c'est le questionnaire post-achat. Ok. Pour moi, c'est un glitch parce qu'en fait, on écoute littéralement ce que disent les personnes qui achètent. Quoi de mieux pour réussir? En plus, ce que j'invite à faire aux personnes, c'est de mettre des questions ouvertes uniquement. Pourquoi? Pour reprendre justement ce verbatim, en fait, cette manière de parler, pour aussi ouvrir le champ des possibles. On n'est pas fermé à avoir les deux trois angles qu'on a déjà en tête. Sinon, on les dirige trop dans une On les direction et ils dirige et en confirment fait juste ce qu'on a envie d'entendre. exactement, on confirme ce qu'on pense. Le but, c'est vraiment de les inviter, en fait, à parler sur leur douleur, sur pourquoi ils ont acheté, s'ils recommanderaient ce produit à un ami, si oui, pourquoi? Dans quel contexte ils vont utiliser ce produit et vraiment essayer de trouver des questions pertinentes, mais toujours très ouvertes. Hem et en fait, le but, c'est vraiment, d'analyser réellement ce questionnaire post-achat parce qu'il y en a qui font un questionnaire post-achat, comme je viens de le dire, mais ils le mettent sur ChatGPT, ils demandent de sortir, un truc, rapide. Ça suffit pas, même si tu as un bon prompt, il Mm. faut savoir le lire une fois bien pour vraiment s'imprégner. Parce que ça aussi, c'est un sujet. Je pense qu'il faut savoir mettre du temps. Même à l'ère de l'IA, où il y a moyen de faire des trucs, incroyables, de processiser des choses folles et cetera, ça, il y a aucun doute. Mais passer du temps, lire et mettre de la conscience sur une chose,
Ça, l'IA ne peut pas le faire. Et pour moi, quand on a une marque et quand on veut construire quelque chose de solide, c'est la moindre chose, c'est d'écouter les personnes qui achètent, en fait, hein. Donc voilà, premier truc pour faire une bonne marketing research, ça va être tout simplement de faire un questionnaire post-achat. Ça, c'est la quick win et en plus de ça qui est vraiment très important. Deuxièmement, les commentaires Facebook. Pour moi, c'est une mine d'or Ah, c'est vraiment une dinguerie. sur toutes les creative winners et revenir dessus parce qu'il y a des nouveaux commentaires naturellement. Ça, pour moi, c'est essentiel. Hem, le SAV. Alors souvent, les SAV, tout le monde voit ça C'est comme dur quand même à le processiser pour faire remonter les infos, le non, je SAV. dirais pas forcément le processiser, mais tous les 2 3 mois, heu, demander à la personne qui gère le SAV: «Est-ce que c'est possible d'avoir donc Un rapport. un rapport, orienté marketing et pas, produit, problème?» Et franchement, sur des milliers et des milliers de mails, il y a tout le temps moyen de récolter 15, 20, 30 mails, qui parlent justement en fait, qui questionnent: «J'aimerais bien acheter ce produit, mais est-ce qu'il résout vraiment ce problème?» Et Mmh. en fait, sur l'accumulation et sur la répétition, on peut forcément avoir des insights. Surtout quand on demande à notre SAV de mettre de la conscience sur ça. C'est de pas être en mode robot et de répondre. C'est vraiment lorsqu'il y a une question orientée marketing, copie-colle-la dans un Google Doc. Quand tu as 100 questions, tu les analyses, tu les mets sur ChatGPT, tu demandes de trouver des patterns et là, en fait, tu te rends compte qu'il y a quand même quelque chose à faire. Mmh. Hem, Par exemple, une objection de la taille, un manque, voilà, par exemple, beaucoup demandent s'il y a une taille, une grande taille, type, XXXL, par exemple. Bah, voilà, ça peut être un angle. Viser les plus size Mmh. dans nos créatives, mettre des personnes fortes qui cassent l'objection en disant: «C'est trop bien, j'ai enfin trouvé un pantalon, pour les plus size». Nouvel avatar, nouvelle poche Nouvel d'audience débloquée. avatar, nouvelle audience débloquée, alors que de base, on était sur le côté, enfin sur un angle complètement différent, chaleureux, enfin voilà. Tout ça pour dire que ça peut sortir du SAV, ça peut sortir d'un questionnaire post-achat. Bien évidemment, regarder aussi les concurrents directs, Mmh. mais aussi le vrai cheat code selon Indirect, hein. moi, c'est les concurrents sur le problème ou ouais, sur le problème ou sur le dream outcome. Ça, je trouve ça ultra pertinent. Très concrètement, tu vends un produit qui résout un problème X. S'il y a un autre produit, un autre mécanisme qui résout aussi ce problème X, en fait, vous vous adressez aux mêmes personnes. Mmh. C'est juste le packaging, en fait, de la solution. C'est la solution qui change, mais le problème est le même. Et là, tu peux reprendre ses hooks, son wording, ses concepts, parce qu'en fait, vous touchez la même audience. C'est juste après, c'est à toi d'expliquer que ton mécanisme unique est mieux, hem et justement, là, tu peux faire du us versus them, des mécanismes. Tu peux aussi dire que le tien, en fait, tu dis que le tien est mieux, hein, tout Ouais, simplement. et j'aime bien utiliser moi justement sur, les concurrents pour aller chercher, tous les commentaires et cetera. Parce que c'est pas évident, parfois de récupérer, les commentaires des ads. Tu peux avoir, le lien de l'ads mais, selon, je sais pas, tu vas sur la méta librairie, tu peux pas récupérer les commentaires, tu vois? J'aime bien utiliser AdSpy pour ça notamment et Minea aussi, on n'en parle pas souvent mais, pour ça aussi il le fait Minea. Et enfin des BM Spy aussi. Genre prendre un insider, tu prends tous tes top concurrents, si tu as du budget que tu es en train de scaler, dans le BM Spy, il peut te donner le lien des top ads du coup du concurrent et derrière tu récupères tous les commentaires de ces top ads. Exactement et Ça ça, c'est c'est vraiment lourd. très pertinent. AdSpy, Minea, BM Spy, tout ça, une fois qu'on chiffre, et qu'on peut Ouais, un minimum. réinvestir un minimum, Après bien AdSpy évidemment. et Minea, dès le début en vrai que tu commences à être 1,5 de KD, ça vaut 100 le et coup de le faire. voilà, ça c'est encore une fois des très bonnes solutions pour avoir de la bonne data et faire Mmh. une bonne marketing research et aussi, l'organique. L'organique, voilà, vraiment analyser l'organique. Quand il y a un contenu qui fait 3 millions de vues, il y a plein de commentaires naturellement et lorsque c'est sur le même problème, la même solution, le même dream outcome, voilà, très concrètement, c'est regarder le hook, essayer de comprendre, est-ce qu'il y a une bulle avec du texte? Quel est le texte? Sont les mots employés? Quel est l'avatar? Ensuite, regarder le body jusqu'au CTA. Voilà, c'est vraiment analyser, en fait, de fond en comble tout ce qui est à notre disposition
là où notre audience parle, en fait, Mmh. tout simplement. Donc il y a ce tool là aussi, qui permet, à la fin d'aller sur Reddit et de récupérer justement, un condensé de tout ce qui se passe sur Reddit et à l'aide de l'IA, poser les bonnes questions pour qu'il te ressorte les bons éléments. C'était Gigabrain, il vient de sauter. Mais du coup, ce qui est vraiment aussi intéressant, c'est d'utiliser notamment, la fonction Deep Research de ChatGPT pour trouver un tas d'articles, un tas de forums, un tas de liens en fait qui te permet après derrière d'aller creuser et aussi lui demander à lui-même puisque lui, il peut faire ce travail pour toi d'aller chercher. Donc ça, c'est vraiment, vraiment banger pour le coup avec l'abonnement à 200 balles de ChatGPT, bien utiliser Gigabrain, enfin la Deep La Research. deep research et ça, c'est super value. Nous, on l'utilise. Après, pourquoi je la mets c'est souvent, j'en parle pas, alors qu'on l'utilise énormément. C'est parce que pour moi, c'est un peu la solution de facilité. C'est très bien, c'est très pertinent, mais ça remplace pas tout ce En qu'on a dit, complément. c'est complémentaire, en fait. Ça remplace pas tout ce qu'on a dit, au préalable, mais en effet, c'est extrêmement puissant. Une bonne deep research avec le bon prompt, ça nous permet, en fait, de ressortir énormément de valeurs condensées et c'est très, très, très bien. Après voilà, De toute façon, comme en toujours, vrai, c'est c'est comme tout. complémentaire et C'est ça. lui qui mettra le plus d'efforts, le plus de Bah, conscience c'est ça. sur ça, Il il faut de la réussira. diversité de manière générale dans tout et du coup, dans ces recherches, en fait, si on fait qu'une seule recherche pour creuser justement la marketing research, on aura très souvent les mêmes réponses, les mêmes, angles qui ressortiront, les mêmes wordings et si on diversifie, bah, c'est là où vraiment on trouve les pépites, quoi. C'est comme 100. tout. Mais marketing research, très important pour faire cette diversité, mais diversité d'angle marketing, de wording, de verbatim client, de concept, mais c'est voilà, c'est d'avatar, c'est très important, c'est Mmh. très, très important. Il y a un truc aussi qui marche bien, notamment pour avoir de la diversité. On entend de plus en plus parler là ces derniers temps, c'est le gifting. Mmh. Alors moi, de mon côté, j'en ai très peu fait. J'en ai fait quand même quelques-uns, sur des micro-influx notamment, mais j'ai jamais poussé les process à fond. De ton côté, c'est comment? T'as pu un peu tester? Ouais, alors le gifting, on l'a pas encore extrêmement exploité, mais c'est clairement quelque chose qu'on est en train d'essayer de développer avec nos partenaires. Le gifting, pour moi, c'est extrêmement puissant parce qu'en fait, le nerf de la guerre, c'est vraiment le contenu. Avant même de parler d'avatar, de concept, de tout ce qu'on a parlé précédemment, au bout d'un moment, 70-80 c'est des vidéos et les vidéos, c'est une somme de footage. Donc, bon footage, limite, tu mets une musique et ça fonctionne. Donc, et pour faire de la diversité, on peut pas faire de la diversité avec 25 vidéos quoi, dans un drive. Donc, clairement, ça, c'est quelque chose qu'il faut essayer de mettre en place au plus vite. Il y a des prérequis, produits de qualité, COGS pas trop élevé idéalement. Ça peut coûter cher Ça sinon à peut force ça peut d'envoyer, coûter cher, hein, d'envoyer un produit à 40 balles, à ouais. chaque fois. Mais, en tout cas, ouais, c'est très, très puissant. Voilà, très naturellement, mettre une personne dessus, qui les trouve via des groupes Facebook, via des commentaires sous les ads qui n'ont pas encore acheté. Enfin voilà, trouver une audience en fait qui est prêt à acheter. Idéalement quand même sur TikTok par exemple, des personnes qui ont l'habitude de faire du contenu déjà naturellement. Pas prendre une femme qui a jamais fait une vidéo de sa vie quoi, avec un Wiko. Mmh. Dans l'idée, vraiment prendre, Mais c'est quoi le but? C'est genre on envoie pour recevoir une vidéo ou juste on envoie et on donne la possibilité de faire la vidéo? Parce qu'en ah fait, non, il le but c'est y a vraiment. différents types. Pour moi, le but, ultime, c'est d'avoir du contenu. C'est-à-dire que ça soit bien clair dès le début. C'est d'envoyer un produit, où il y a de l'attrait, un intérêt, hein. On n'envoie pas un produit, à une personne random. Elle voulait déjà le produit, parce qu'elle était dans un groupe Facebook lié à ce problème, lié, enfin voilà, il y a un truc. Une fois qu'elle est reconnaissante d'avoir reçu le produit, si elle l'aime bien, qu'elle fasse du contenu. Et c'est à ce moment-là Mmh. qu'on va vraiment, avoir une masse de contenu qui va nous permettre de produire des choses excellentes. Parce qu'il y en a plein dans le gifting. J'avais déjà parlé avec certains qui ont poussé Mmh. pas mal le gifting et en fait, il y a genre, 50 des gens qui, au final, ils envoient même pas la vidéo. Genre, il y a Ah rien oui, oui, derrière. non, mais après, de toute Ça façon, arrive, tu vois? c'est clairement un funnel. On va l'envoyer à 1000 personnes. Dans ces 1000 personnes, il y en a seulement 200-300 qui vont faire du contenu, réellement. Dans ces 200, il va avoir, 50 personnes qui vont faire du contenu qualitatif, le reste, ça part à la poubelle et il y a 10 vidéos qui vont être exceptionnelles et en fait, c'est exactement ce qu'on recherche. C'est d'avoir, une cinquantaine de vidéos qui font vraiment la différence et après quand on calcule les coûts, en fait, on s'y retrouve largement comparé à des UGC basiques. C'est un game de volume. Mmh. Quand on voit un produit à 6 euros, ça va vite, hein, 6 fois 1000, ça fait 6 000.
Enfin, suffit qu'il y a une centaine de personnes qui font le contenu, c'est déjà très intéressant, si le contenu est qualitatif et surtout que c'est un contenu qui viennent de personnes qui ont déjà un attrait pour le produit et pour le problème. Ça veut dire c'est du contenu de personnes, qui sont Ouais, c'est réel. qualifiées pour bien parler du Le produit face wording cam. sera bon, ils comprennent Le wording sera réellement le problème. exactement, C'est pas tiré par les cheveux, quoi, la vidéo, ouais. exactement et en fait, le gifting, c'est une chose qui est ultra pertinente, mais nous, ce qu'on a vu, extrêmement bien fonctionner et qui est selon moi est encore plus puissant, encore une fois, ça nécessite d'avoir un produit qualitatif plus, plus pour le coup, ça va être, les ambassadeurs. En fait, c'est un peu comme du gifting, sauf qu'en échange, tu Pourcentage? proposes un pourcentage de commission lorsqu'il y a des ventes. Et là, en fait, pour moi, la clé de ce qu'on a vu de notre expérience, c'est de donner un pourcentage extrêmement élevé en allant jusqu'au break-even. OK. En fait, les programmes ambassadeurs, selon nous, c'est pas fait pour faire du profit. Franchement, même qu'il y a 1000 ventes, ça va pas changer drastiquement un site e-commerce. Oui, surtout quand tu tournes déjà au volume, Quand tu tournes à haut volume, voilà, 1000 ventes sur un petit c'est AOV, peanuts, ouais. c'est peanuts et surtout si tu donnes 20-30 de commission, finalement, c'est comme si tu faisais de la ads. Faire de la ads, enfin, faire la même marge que des ads pour 1000 ventes, ça fait pas ça change pas Mmh. grand-chose. Par contre, quand tu incentives vraiment fortement en donnant 50, 60, 70 de commission, le but, c'est de calculer et essayer de taper un truc break-even, quoi, Mmh. grosso modo, à peu près. Là, tu vas avoir des ambassadeurs qui sont vraiment à fond. Donc, bien évidemment, il y a toujours le même travail que le gifting, hein. Trouver les personnes qualifiées, avoir une bonne enfin, améliorer sa démarche, A/B tester les messages jusqu'à temps qu'on a un beau taux d'obtention et cetera. Mais l'idée, c'est vraiment, en fait, d'avoir des personnes qui gagnent de l'argent, qui sont incentivées et en fait, qui font du contenu et bien évidemment, naturellement, bien se mettre d'accord pour dire que ce contenu Il est est réutilisable. exploitable en ads et en fait, faire 1000 ventes en étant break-even, ça change pas grand-chose, mais récolter une machine à contenu et prendre des dizaines, voire des centaines de contenus chaque semaine, c'est ce qui te permet de passer d'une brand qui dépend, du GC, et avec peu de contenu, peu de diversité et tu vas essayer de modifier ton hook à faire du net new constamment avec du nouveau footage excellent et c'est ce qui peut te permettre de tendre, je te dis pas faire, une Comfort bis, mais de tendre vers ce que font Comfort. Des millions ultra rentables, c'est un peu leur stratégie, hein, Ouais. dans l'idée. Moi, il y a aussi un autre gros avantage au gifting et justement, au programme ambassadeur que je vois aussi, c'est, le fait du coup d'avoir énormément de créateurs qui font des vidéos régulièrement. Potentiellement, on peut en prendre certains et les meilleurs pour, tendre sur un modèle plus UGC, plus, dirigé avec déjà nos idées en tête. En fait, on a tellement eu de volume qu'on a vu lesquels sont réellement impliqués, sont réellement bons à parler devant une cam, à, filmer avec une bonne luminosité et cetera et qui même pour pas beaucoup se l'a donné déjà, puisque du juste un gifting, c'est pas non plus, d'un point de vue, pricing pour le enfin il est quand même content, hein, la personne qui reçoit son gifting, mais c'est pas, tu l'as pas payé 150 €, tu vois? Alors que, bah, quand tu vas commencer du coup à le payer 70, 80, 90 €, 100 € pour tout simplement pour une GC, bah, tu peux être sûr que derrière ça va envoyer, quoi. Carrément, carrément et en fait, ça pour moi, c'est la suite logique. En fait, la première step pour moi, c'est le gifting, qui peut très vite se transformer en fait en programme ambassadeur. Ça devient une machine à content, hein, grosso modo, c'est l'objectif final, hein, selon moi et en fait, le but, c'est aussi d'avoir un vivier de talents, dans ce problème particulier, pour ce produit particulier, dans cette niche particulière et en fait, ce vivier de talents, donc si tu as 20, 30, 50, 70, ambassadeurs, ambassadrices, tu regardes littéralement le top 5, top 10, avec ton application. Tu peux utiliser, Goaf Pro, Snowball, enfin, il y en existe Mmh. plein. Tu prends les 5-10 meilleurs et tu peux les contacter en direct et leur demander de justement de les payer, pour avoir du contenu en plus du programme ambassadeur pour vraiment, que ça soit, il y a encore plus de contenu qualitatif parce que c'est du contenu qui vend et quand tu fais ça à grande échelle, si ça marche vraiment bien, en fait, ce que font, certains, là, c'est vraiment, c'est notamment sur TikTok Shop et ce qui fait vraiment la différence. Quand tu as des dizaines ou des centaines de personnes, tu prends les plus qualifiés, il suffit de 10, 20, 30, 40 personnes, ce qui est déjà très, très bien. Tu les ajoutes tous sur un groupe WhatsApp. Mmh. Vraiment, en fait, tu regroupes ces personnes-là
Et en fait, ce que tu peux faire, c'est créer d'autres marques ou alors d'autres produits sur le même shop de niche. Et en fait, ce que tu fais, c'est tu prends un produit sur le même problème. En fait, ils ont déjà une audience, ils connaissent déjà le problème, enfin, ils ont déjà performé sur un problème, sur une solution ou sur, par exemple, une niche déco, enfin, ils ont déjà le mood. Et en fait, tu envoies régulièrement dans ce groupe, je vais launch tel produit, En fait, tu crées un asset, c'est genre, c'est un vrai c'est asset ça, que tu tu as un crées, quoi. groupe de 50 personnes qui ont déjà très, très bien, qui connaissent parfaitement un problème, qui ont performé sur une solution, un mécanisme et toi, tu arrives avec un autre mécanisme, tu leur dis que tu vas bientôt launch ça, qui sont VIP, c'est les seuls qui vont pouvoir, intervenir sur ce sujet et là, en fait, finalement, tu leur envoies le produit en amont, tu launches ta brand et là, en fait, ce qui est génial, c'est que tu as 50 personnes qui font du contenu en organique. Faut pas oublier que l'organique, avant tout aussi, avant d'être du contenu, de faire du profit, c'est aussi de l'awareness. Mmh. Ça fait littéralement des dizaines, voire des centaines de milliers, enfin des centaines de milliers de vues, des millions de vues, et tout est relié, quoi. Enfin, je veux Ouais, dire, ouais, derrière, tes et bons résultats en ads peuvent provenir, en peuvent petite être boostés par ouais, à l'organique. 100%. C'est les personnes qui sont sur TikTok, les algos sont tellement puissants que tu vas voir un contenu TikTok, tu vas voir le contenu Facebook. Ça a éduqué, en fait. C'est du top of funnel, quoi, tout Mmh, mmh mh. simplement. Et en fait, quand tu arrives à avoir cet asset de avoir 50 personnes qui connaissent parfaitement un problème, qui réagissent bien en programme ambassadeur, tu lances un nouveau produit, un packaging unique, et cetera. En fait, ça te permet par exemple, d'avoir des MOQ, bootstrap la chose grâce à ce petit asset, groupe WhatsApp et tout ce contenu que tu récupères, tu l'envoies en ads derrière et là, en fait, c'est là que Ah, c'est smart, hein. ça Franchement, part, c'est smart. ah oui, nous, on connaît des personnes qui font des centaines, enfin des millions, enfin, 800 K, 1 million de months avec cette stratégie et c'est out of the box, quoi. Personne en parle, personne connaît, mais lorsque tu as un asset d'un groupe de dizaines de personnes qui connaissent parfaitement un problème, qui réagissent bien en programme, ambassadeur, une fois que tu as construit ça, après, tu fais tous les mécanismes. Non. Tu vends un produit perte de poids, admettons, tu vas vendre, heu, de la poudre, mais tu vas aussi vendre des gummies, mais tu vas aussi vendre un legging, Mmh. mais tu vas aussi vendre enfin, en fait, voilà, tous les 3 mois, tu fais un launch sur le même, sur le même problème avec une solution différente. En plus, ce qui est bien avec ça, c'est que de base, ça part donc potentiellement d'un gifting et ensuite programme ambassadeur et c'est rapidement implémentable, mine de rien. Genre, tu prends juste un virtual assistant, un bon SOP et toute la journée, en fait, il te tartine de messages, 100 et ça, hein, c'est quelque chose qui est très rapidement implémentable. Tu peux gérer à peu près le nombre de messages envoyés pour calculer à peu près le nombre d'envois que tu vas faire chaque jour selon le budget, selon ce que tu spends à l'heure actuelle, tu vois? Pour pas, c'est pas genre tu spends 3K en ads, chaque jour, tu vas pas envoyer 2 000 € par jour, tu vois, de gifting, tu vois? mmh. C'est pas du tout cohérent. Mais ça peut très rapidement se mettre en place et commencer à construire, en fait, cet asset petit à petit puisque, bah, au plus les jours vont passer, au plus tu vas envoyer du gifting, au plus tu auras de vidéos, au plus potentiellement toi tu deviendras, enfin meilleur en ads et au plus ta profitabilité pourra augmenter, au plus tu pourras scaler. Parce qu'au plus tu comme tu l'as dit, au plus tu as de content de manière générale, au plus tu peux faire de diversité par rapport à différents angles et cetera. Donc je pense que c'est quelque chose de à mon avis là, dit comme ça, je pense que quand tu commences à être à 6, 7, 8 KD sur un prod, tu peux déjà commencer à Largement et en fait, largement à implémenter le ça. s le prérequis le plus dur, c'est d'avoir un bon produit, Ouais, parce que sans bon produit, tout ça n'existe pas personne fait de vidéo, et justement, ça peut être, le sujet là qui suit, c'est le produit. Avoir un bon produit, c'est souvent sous-estimé et ça a pas un effet immédiat. Lorsqu'on a un beau produit, on fait pas donc quand je parle de bon produit, enfin, c'est déjà, c'est un vrai bon produit qui répond à un vrai problème, par mmh, exemple, mais c'est aussi des fois savoir mettre les cogs nécessaires, pas prendre la qualité la plus basse, mais prendre quelque chose de bien. Ça veut pas dire non plus, prendre tout le temps la version il y a la pas plus besoin chère. d'ailleurs, hein. Il y a pas besoin parce que des fois on over deliver Ouais. et c'est pas bon pour le business, mais prendre quelque chose où les personnes sont réellement satisfaites et à ce moment-là, sur l'immédiateté, si on regarde notre bilan, notre PNL daily, si on regarde concrètement, le profit qu'on gagne chaque jour, on va pas voir la différence. Mais par contre, sur 3, 6, 9, 12 mois, ça peut révolutionner le business d'avoir un bon produit. Heu, Pourquoi? Bah, parce que
voilà, on peut faire un peu le tour ensemble. Pourquoi, dis-moi, toi, avoir un bon produit, pourquoi, selon toi, ça fait vachement la En fait, différence? mais il y a trop de raisons. Enfin, en fait, déjà, un mauvais produit, c'est impossible de le scaler. Mais dans le sens où, même si tu es très rentable en ads, à un moment donné ou un autre, le back-end va t'arrêter. Ouais, Ton 100. PSP va te Raison stopper. numéro 1 de pas vendre un mauvais produit. C'est ton. C'est ton PSP, ta banque, soit tu vas avoir des freezes, tu vas être Ouais. stressé et en fait, tu vas mettre ton énergie dans des mauvaises choses. Alors que il faut juste te concentrer sur faire du bon marketing Ah, c'est et ça. En fait, l'argent gagné sur le court terme, sur le mauvais produit, ne vaut pas du tout. En fait, les problèmes que ça va te créer derrière, c'est beaucoup plus fort que l'argent que tu vas gagner court terme. Donc, il n'y a aucune raison en fait raison de numéro scaler. 1 de pas vendre un bon produit, Ouais, le le back-end, back-end. PSP banking Euh, Raison et numéro. retour aussi, si on prend ça dans le Ouais, bah, back-end. voilà, les retours clients, en fait, tu penses, tu as fait 35 de marge, au final, 6 mois plus tard, quand tu fais les comptes avec tous les refunds que tu as fait, bah, en fait, tu as fait, 17 de marge parce que tu t'es fait allumer et ces 17 de marge, ils t'ont créé tellement de problèmes, ça valait pas du tout le coup. Je pense que c'est vraiment la plus grosse raison de manière générale. Deuxième raison, hem bah, après, ça vient avec ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que dès que tu envoies ce produit-là à une UGC, un content creator, pour du gifting, et cetera, les gens, comme ils sont contents de la qualité, ils te font des bonnes choses. Là où c'est dur, en fait, de trouver des bons UGC quand tu envoies de la merde. Enfin, j'ai déjà vu plein de personnes avoir des produits de merde, essayer de faire de l'UGC, et il y en a plein qui se font refuser. 100. Quand on voit nous, on fait 12 000 créatifs par mois. On le voit. Quand il y a un produit qui arrive chez une créatrice internalisée ou même une créatrice tout ça, tout court, quand on voit un packaging éclaté avec un produit qui fonctionne à moitié, en fait, il faut pas s'attendre à avoir du contenu de fou, quoi, très concrètement. Ah, parce que la personne, elle met son image sur internet avec ce produit-là et bah, dans le monde de l'UGC, ça reste petit, tu vois? De manière générale, on connaît à peu près, tu sais, les top créateurs, on les voit souvent, repasser en France et bah, elle a son image en jeu. Donc forcément, si elle met sa tête à côté d'un produit où il y a un Trustpilot à 1,2 et derrière ça ship de la merde, bah, forcément, elle aura pas envie et ça va lui desservir plus qu'autre chose. 100. Du coup, back-end, refund, tu perds des opportunités marketing. Comme tu as dit, tu peux faire la croix sur enfin, tu peux quasiment faire la Oui, croix sur c'est le possible, c'est possible, mais c'est un peu bancal. plus chiant. Mais gifting, ambassadeur, UGC, tout ça, en gros grosso modo, ça va être compromis avec un mauvais produit. Après, Après en moi, fait, il y c'est a que ça il y a te. aussi, le côté, data. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu as un bon produit, c'est un régal de regarder le questionnaire post-achat. Tu as que des choses positives, ça parle du problème, de la solution, alors que quand tu as un produit qui est vraiment nul, en fait, malheureusement, sur 100 réponses, 60 réponses, ça va être: «Ça marche pas, c'est nul, c'est pas bien, fonctionne pas comme dans la vidéo». Donc là, tu perds de la data, mais ça, c'est sur 1000 réponses, sur 10 000 réponses, bah, à la fin, tu as perdu, enfin, tu perds de la data, le Ouais, nerf de la ouais. guerre. Tu perds 60 de questions à cause d'un produit nul. Les commentaires Facebook Temps de aussi. gestion, du coup, c'est le temps de gestion. Parce que commentaire Facebook, tu te fais allumer, tu en as beaucoup plus en général, puisque les gens, ils ont plus le commentaire facile quand c'est négatif que quand c'est positif. Donc, beaucoup plus de temps de gestion sur les commentaires. SAV, c'est pareil. Ça veut dire potentiellement, de base, là où tu as besoin d'une personne en SAV, ça se trouve, tu en as besoin de trois. Parce que tu te fais allumer, en Ouais, fait, tu as besoin d'être rapide et répondre, etc. Euh, donc Enfin, moins de data pertinente dans les commentaires et dans les questionnaires post-achat. ouais, Heu, Gestion des équipes, ouais, un peu plus en un peu général, relou ouais. avec le SAV, les commentaires Facebook à masquer et cetera, c'est chiant. Et tu dures moins dans le temps, tout simplement. Trustpilot aussi, hein, enfin ça va Ouais, c'est la Trustpilot suite aussi. aussi logique. Après, Trustpilot, je pense, je m'en rends pas compte à quel point c'est important un bon Trustpilot. C'est sûr que tu récupères des ventes, ça c'est indéniable, si tu as un bon versus un mauvais Trustpilot. Mais de toute façon, on le voit, il y a des top Citycom, enfin des top site drop qui tournent quand même Non, bien au sûr, pour volume avec moi, des un mauvais. Trustpilot, c'est pas très important honnêtement, mais en fait, c'est la somme des choses. C'est comme Ouais, le branding. Pour moi, le branding, ça n'améliore pas le ROAS. Un site noir et blanc peut très bien fonctionner, mais le branding, lorsque tu vas parler à une créatrice, si elle arrive avec un site où il y a une home page, c'est mieux qu'un site, complètement pirate. mm, Et si le Trustpilot est plus ou moins cohérent, en fait, c'est un écosystème qui fait que le jour où tu veux parler à une créatrice, faire un programme ambassadeur, tu as entre guillemets une image qui permet en fait, ces personnes-là mettent de l'attention sur ces éléments qui nous paraissent, inutiles en ouais, c'est cold vrai. et en fait, ça ouvre des opportunités encore une fois et moi, j'ai aussi envie de parler de la chose peut-être la plus importante,
c'est la LTV. Si tu as un mauvais produit, les gens ne rachètent pas sur ton C'est site sûr. internet. Après, le but, c'est pas d'aller chercher des 25-30%, ce qui est très très rare, mais ne serait-ce que 5 ou 10% en plus de LTV, c'est game changer. C'est des personnes qui reviennent acheter sans que ça te coûte. Il n'y a pas de coût Ouais, d'acquisition, il n'y et a pas de coût en ads. Ça même veut dire si que 5 ou 10% peuvent représenter 15, 20, 25% de ton profit, en fait, ah, finalement. c'est vrai. Et même s'il y a très peu d'LTV, même admettons, tu arrives qu'à avoir 5% d'LTV, mais si les gens sont contents, derrière, toi, tu relances des nouveaux produits, tu fais de l'email marketing, tu fais du WhatsApp, du SMS, etc. Le jour où il y a un Black Friday ou ce genre d'événement, bah, quand tu pushes des nouveaux produits, bah, forcément, ça mord beaucoup plus que si tu achètes de la merde, tu vois. 100%, 100%. Et la LTV, à l'année, ça permet en fait de faire des dizaines, des centaines de milliers de profits en plus parce que tu as un bon produit. Les gens rachètent le même produit ou rachètent des produits complémentaires sur ton site de niche. Et en effet, tout ce qui va être stratégie, Black Friday, promotion, urgence tout au long de l'année, si tu as pas de crédibilité, si le produit n'était pas bon, si tu as mis du temps à ship, tu pas de Black Friday. Enfin, c'est un jour normal quasiment. Mm. Alors que quand tu as vraiment quelque chose de solide, tu peux faire une vraie stratégie et là, c'est vraiment intéressant. Ouais, tu construis un vrai asset global long terme de manière générale. En tout cas, la chose qu'il faut retenir, c'est de vendre un bon produit. Parce qu'en fait, à moyen long terme, c'est plus profitable que vendre un mauvais produit. Ça nous ouvre des opportunités et je pense que de toute façon, en plus, c'est ce que tout le monde veut in fine, c'est de vendre des bons produits. C'est toujours plus, gratifiant, surtout quand tout est aligné. 100%. J'ai une question pour toi, un nouveau sujet, c'est ton top 3. J'aimerais bien savoir ton top 3 des erreurs que tu vois, chez les e-commerçants et on enchaîne avec le top 3 des choses justement des e-commerçants qui sont, qui font leur succès. C'est une bonne question. Parce qu'en fait, on oublie souvent, enfin, on parle tout le temps d'e-com, e-com, e-com, mais avec les mêmes informations, il y a des gens qui vont y arriver, d'autres non. Mmh. Et en fait, tout part juste de la tête de manière générale. C'est de notre manière de réfléchir qui va nous conditionner à savoir à quel point est-ce qu'on est prêt à réussir ou pas. Et si on est bien conditionné de manière générale, peu importe si on fait de l'e-com ou un autre type de business, la personne y arrivera, c'est sûr et certain. Et moi, typiquement, je sais que peu importe tu mets dans n'importe quel business, je suis câblé mentalement pour y arriver, tu vois. Et donc, c'est super important de poser les bases et de comprendre réellement qu'est-ce qui fait en sorte que certains y arrivent, d'autres non, etc. Plus ou moins rapidement que d'autres. Donc, pour revenir à ta question, Donc on commence avec le négatif, le le top négatif. 3 des erreurs niveau mindset, niveau réflexion, autour de l'e-commerce ou de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu vois en fait des personnes qui ne réussissent pas, toi qui as une communauté e-commerce et qui côtoie beaucoup, beaucoup d'e-commerçants, Ouais, il y en a beaucoup. Moi, il y a quand même une chose que je vois souvent et je pense que ça va être la chose la plus importante. Je pense que c'est la chose la plus importante. C'est à quel point est-ce que les gens sont. Ça regroupe un tout en fait. C'est à quel point est-ce qu'ils sont optimistes, à quel point ils ont confiance en eux et ils ont confiance au process qu'ils suivent de manière générale. En fait, c'est l'intention qu'il y a derrière, tu vois. Il y a des gens, ils font la chose, mais quand ils lancent un truc, ils sont négatifs, genre en mode ah, c'est encore un testing qui va partir à la poubelle. Euh, il y a des gens, quand ils lancent des trucs, ils sont persuadés, peu importe le temps que ça prendra, ils le savent au fond d'eux et ils sont vraiment persuadés. Et cette persuasion interne, ça va faire en sorte qu'à chaque fois que tu vas mettre un effort dans quelque chose, en fait, tout est question d'énergie de manière générale dans le monde. Genre vraiment, ça, moi, je suis persuadé de ça. Il y a des énergies. Tu dégages une certaine énergie, je dégage une certaine énergie. Et selon à quel point est-ce que tu dégages quelque chose de positif, tu vas attirer à toi des choses plus ou moins positives. Par contre, si tu penses tout le temps négatif, que tu le veuilles ou non, tu attireras des choses négatives à toi. Donc si tu es tout le temps dans la positivité, si tu es sûr de toi, si tu es confiant, ça apporte quelque chose de vraiment d'ultra positif autour de toi. Et tu vas attirer à toi au bout d'un moment les bonnes personnes, les bonnes Mmh. informations, les bons résultats aussi. Ça, moi, tu vois, je le vois aussi typiquement dans un groupe de potes e-com, 2 3 4 potes, tu sais, qui sont vraiment ils se parlent tout le temps ensemble, ils sont tout le temps sur Telegram, Discord à discuter, ils s'appellent régulièrement, ils bouffent, ils mangent, ils comme ensemble. Souvent, quand il y en a un qui pète, genre vraiment dans ce groupe de potes, en général, souvent, dans les semaines qui suivent, il y a tout le temps un deuxième, un troisième et parfois le quatrième qui pète. Parce qu'en fait, l'énergie qu'a dégagé la première personne à péter, ça a tiré en fait tout le monde vers le haut. Et oui, il a débloqué des insights en plus, il a eu des tips en plus certainement, etc. Mais ça part de base de l'intention, tu vois, et de l'énergie qu'on dégage de manière générale. Donc je pense que ça, c'est vraiment une des choses OK. Donc les plus finalement, importantes.
C'est vraiment la positivité versus la négativité. Une personne qui est optimiste, qui pense sincèrement que ça va fonctionner et qui est dans une bonne vibes, a beaucoup plus de chances que réussir que quelqu'un qui est Ah mais négatif, qui se plaint, constamment mais quand et on dit beaucoup plus de change, je pense qu'une personne négative, si elle ne change pas son état d'esprit, même si elle y arrive un petit peu, elle n'y arrivera ouais. jamais réellement sur le Je moyen te long terme, tu rejoins, vois? j'ai aussi ce feeling, je C'est rejoins à 100. vraiment genre, je pense que c'est 1000, 10 000 fois plus de chances de réussir. Genre vraiment, je pense que c'est vraiment un chiffre aberrant. Bon, j'en sais rien, j'ai dit un chiffre comme ça, mais trop, trop important. Donc ça, c'est, les premiers types de personnes qui n'y arrivent pas de manière générale, Ouais. c'est les personnes qui sont négatives tout le temps. Hem, on a aussi les personnes qui sont pas coachables. Être coachable, c'est trop, 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 trop important. Après, il y a des degrés de coachabilité, parce que coachable, ça veut tout rien dire. On peut être très coachable et genre prendre les infos de lui, prendre les infos de là, prendre les infos de là, prendre les infos de là. Au final, tu fais une salade et t'as réuni plein d'informations qui ensemble, ça va pas ensemble et la Mmh. salade, elle est dégueulasse, tu vois. Euh, mais je pense que ça va être important de suivre une personne, une strat, s'enfermer dedans et être sûr, d'abord s'assurer que la personne est vraiment legit à donner des conseils, etc. Parce qu'on peut s'enfermer avec une personne, tu vois, qui finalement N'est pas si n'est bonne, pas si bonne, les conseils sont pas si bons, etc. Donc on fonce dans un mur. Mais il y a des personnes qui sont pas coachables. Ils n'arrivent pas en fait à se tenir à une seule strat, une seule méthode et réellement prendre en compte les conseils que son mentor entre guillemets lui donne, tu vois. ouais. Et ils en font qu'à leur enfin ouais, ils en font qu'à leur tête. On leur dit de faire ça, mais ils font ça, mais en même temps ils ont quand même envie de faire ça. Ils arrivent toujours à dévier et forcément au bout d'un moment, je te dis, c'est le concept de salade, c'est genre ils font leur propre Ouais, salade, sauf qu'ils sont pas du tout des chefs cuistots. 100. Donc je pense qu'il y a ça. Moi, une des erreurs que je vois, c'est de faire d'écouter en fait, mais ça revient un peu avec le construire son environnement et la coachabilité, hein, mais c'est un peu différent. C'est de trop écouter les informations. Informations YouTube, informations, Twitter et cetera et en fait, c'est de tout le temps essayer d'écouter les dernières mises à jour, les dernières choses et ne pas se concentrer sur le réel, sur le pragmatique. C'est ouvre une application comme TrendTrack ou autre, regarde les tops impressions en Europe, tu as ta réponse. Le marché te montre en fait, c'est un livre, tu ouvres, tu as la réponse. C'est quelle niche fonctionne en ce moment? Tu ouvres, tu vois. Quel type d'ads fonctionne? Tu ouvres, tu vois et en fait, c'est vraiment, en fait, être pragmatique, regarder avec des éléments concrets, tangibles et ne pas écouter une énième vidéo qui te parle du dernier concept à la mode. C'est vraiment, en fait, s'arrêter sur de la data, hem et aussi, s'arrêter sur son ad account. En fait, prendre le temps d'analyser, en fait et de pas écouter, de faire confiance. C'est aussi de se recroqueviller un peu sur sa data, sur le marché et de se dire: «OK, je coupe le bruit et je regarde ce qui fonctionne factuellement». J'analyse moi-même et en fait, c'est développer ce skill, que peu ont et selon moi, c'est un défaut, c'est pas bien. C'est en fait, ils dépendent d'informations, ils dépendent de personnes, alors qu'en fait, il faut qu'ils arrivent à monter en compétences pour dépendre de leur propre analyse et de leur propre compréhension du business en général, mais aussi du business e-commerce. Ouais, bah, en fait, c'est une erreur un peu proche à toi qui me vient en tête. C'est le fait de penser tout savoir. Genre, ils pensent qu'ils savent tout. Ils pensent qu'ils savent mieux que tout le monde. Ils pensent qu'ils savent mieux que leur persona même, comment Mmh. est-ce qu'on devrait marketer la chose, etc. Et on a plein, en fait, ils basent trop leur strat de manière générale sur leur propre intuition. Genre vraiment, 80% de leur strat, c'est de l'intuition et très Mmh. peu de la data de manière générale. Donc forcément, quand tu lances un truc, ah, j'aime bien ce produit, je suis sûr qu'il peut cartonner. Tu te bases sur quoi? Ah, mais c'est sûr, tu vois. Ah, mais Comment ça, ça, c'est sûr? c'est 100. Moi, c'était vraiment écouter les gens, écouter le bruit, écouter l'information, mais pire encore, tu as bien raison, c'est trop s'écouter Ouais. soi-même en étant sûr de soi. Faut être sûr de soi dans des skills qui sont tangibles et factuels, mais faut pas être sûr de soi par ego. Ça, Ouais, c'est en ça. fait, c'est une histoire d'ego, en Ouais, je fait, pense, ouais. 100. C'est Donc pas mal, ça fait déjà. 3 bonnes erreurs à éviter, Mmh. donc ne pas essayer d'être dans cette case, c'est très bien. Maintenant, les personnes que tu as vues réussir, donc à toutes les échelles, hein, quelqu'un qui a réussi à sortir un premier winner et à avoir du succès rapidement, quelqu'un qui a réussi à chercher des très gros chiffres ou tenir dans le temps, Mmh. c'est aussi une qualité qu'on met pas assez en avant chez les e-commerçants. On parle souvent: «Ouais, je j'ai fait X euros daily», mais on dit pas: «Moi, j'ai fait X euros yearly». Enfin, c'est parce que sortir un produit winner,
tout le monde peut le faire Et enfin, tout le monde peut le faire. Mais par contre, avoir une bonne marge, un bon profit à l'année en e-commerce, c'est là, selon moi, qu'on voit les personnes qui sont bonnes en e-commerce. Et tu fais encore bien. un an, moi, j'aime bien regarder sur une échelle de 2-3 ans idéalement. C'est là qu'on C'est voit ce que j'allais vraiment les dire. bons C'est e-commerçants. ce que j'allais dire parce que parfois, sur un malentendu, Un en bon fait, momentum bien un bon puissant momentum qui d'un peut bon durer produit. 6-8 mois, Ouais, ça de fait ouf. beaucoup de profit à l'année. Mais sur 3 ans, là, tu vas forcément avoir des vagues, des problèmes. Et c'est là où on va voir ta capacité à rebondir, à prouver tes skills dans ton business model. C'est là où on voit à quel point l'e-commerçant est vraiment bon. Enfin, C'est ça, vraiment, hein, c'est sur la c'est durée, hein, sur la durée. 100%. Donc, je pense que... Parce que... Attends. Parce que là, c'est important. Enfin, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Après, on passera sur ça, mais c'est juste un petit point, c'est que parfois, tu lances un truc, il y a des planètes qui s'alignent. Genre vraiment, Ouais, le c'est mec, il a pas de skills, tu le sens quand tu discutes avec lui ou quoi. Il sait pas trop pourquoi, comment, est-ce qu'il l'a fait. Tu sais pas à quel point est-ce qu'il pourra faire tenir le prod, mais parfois, il lance. Planètes qui s'alignent, je sais pas, le bon moment, le bon prod avec le bon tam, etc. Et boum, ça pète à 20-30 KD, mais tu sens que derrière, il y a pas grand chose et que c'est qu'éphémère, on va dire. Et ça peut même en déjouer à certains le fait de justement trop péter trop rapidement parce que ça leur fait penser que c'est les meilleurs, entre guillemets, qui savent tout. Et en général, justement, ça coûte très cher à ceux, ça peut coûter cher à ceux qui pètent trop vite, trop rapidement et qui ont trop pété par rapport à leurs skills actuels. Et justement, il y a cette question d'ego qui vient en tête. Et en fait, du coup, ça surdimensionne, tu vois, leur ego. Et ça fait en sorte qu'ils n'arrivent plus trop à se remettre vraiment en question. Ils pensent qu'ils savent tout. Et au final, sur 6 mois, 1 an et demi, ça leur joue des tours, tu vois. Donc, du coup, les personnes qui réussissent de manière générale, ça vient contredire ce que je viens de dire. C'est des personnes qui savent toujours se remettre en question, mais en fait, c'est un peu les contraires de tout ce qu'on a dit précédemment ouais, dans les bien erreurs. sûr, oui, oui. C'est sûr. Mais en fait, tu parlais de la coachabilité. Donc finalement, c'est quelqu'un de Bah ouais, coachable qui écoute, qui se remet en question. Mais il y en a plein des qualités à évoquer. Moi, pour moi, la qualité numéro 1, top 1 des choses des e-commerçants à succès sur le long terme, c'est la relation au risque et à l'investissement. Selon moi, ce n'est pas possible d'être bon dans le business model de l'e-commerce si tu as peur d'investir en ads pour faire du testing. Si tu es sûr de tes skills, si tu penses vraiment faire du bon boulot, c'est pas grave de dépenser 100, 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 euros, bien évidemment en fonction de l'échelle de chacun. Mais si tu as une mauvaise relation à l'argent, une mauvaise relation au risque, eh ben, tu vas faire des erreurs dans le media buying, tu vas faire des erreurs de volume, tu vas faire des erreurs d'arbitrage, tu vas pas savoir saisir certains momentum tu vas qui pas saisir va... certains momentum. Donc la relation à l'argent et la relation au risque, pour moi, je le vois directement entre un très bon e-commerçant et un mauvais e-commerçant. Ça, pour moi, c'est le premier point. Il faut savoir se décomplexer sur l'argent. Un produit winner, il faut avoir conscience que ça peut rapporter des centaines de milliers, voire des millions de dollars, admettons. Mais il faut être capable de dépenser 1000, 2000, 3000, 5000. Après voilà, je parle en fonction des niveaux de Bien chacun et sûr. cetera, Ouais, mais il y tu a sais des qu'à échelles à différentes. proportion échelle gardée, mais quelqu'un qui de base, même avec ses 2 000 €, à chaque fois qu'il lance un testing, je sais pas, on lui dit de mettre un certain budget, il met même moins parce qu'il a peur, etc. Mais en fait, il va garder ces peurs-là, même s'il pète, admettons, même s'il commence à péter à 2, 3, 4, 5 a day, bah, à proportion échelle gardée, il aura du mal à investir plus en UGC, il aura du mal à faire certains moves qui demandent un investissement parfois financier dans de la compétence, dans des trucs, etc. Et en fait, ça lui desservira tout le temps, tu vois. Carrément. Donc relation risque, relation, à l'argent. J'ai aussi en tête en deuxième point, ça va être la pondération de l'impact. Quand je dis la pondération de l'impact, c'est en fait tout simplement mettre l'effort, diriger son effort, allouer ses ressources financières, temps, équipe, humaine, dans les choses qui vont vraiment, faire la différence. Un peu l'idée du 10X, faire x10. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si tu es e-commerçant et si tu regardes des vidéos pendant 6 heures pour ton after purchase, si tu mets ton énergie sur ton after purchase, tous les jours tu regardes si tu fais 6% ou 9%, ton business il va soit couler, soit il va pas scale. En fait, il faut savoir prendre du recul, Prioriser. faire une prise de recul, prioriser et se dire: «OK, qu'est-ce qui a vraiment de l'impact sur mon business? C'est ma page produit, c'est mes créatives, c'est mon back-end». Et là, en fait, après, il y a ce jugement en fait constant entre court terme, moyen terme, long terme et impact. Et en fait, c'est celui qui va mettre son énergie au bon endroit
qui va exploser, qui va tenir Mmh. et qui va tout simplement briller, quoi, comparé à quelqu'un qui va en fait qui va tunnel vision parce qu'en fait, il va écouter ses sentiments et en fait, il a une obsession pour, les statiques, alors qu'en fait, il tourne à 90 sur des vidéos et ça, là, c'est écouter ses émotions et ne pas avoir ce recul sur le business et de pondérer l'impact. Ah ça peut tuer des produits, ça peut tuer des Ça peut entrepreneurs ça aussi. ça peut tout tuer, Et au plus tu grossis, au plus l'importance de savoir bien prioriser est important, tu vois? Au début, tu peux pas trop prioriser, tu bien apprends à sûr. construire un site et Mais cetera, c'est tu vois? savoir prendre cette prise de recul et regarder qu'est-ce que j'ai en fait, c'est faire une rétrospection, Mmh. regarder: «OK, qu'est-ce que j'ai fait récemment? Qu'est-ce qui a eu de l'impact? Qu'est-ce qui en a pas eu? Est-ce que j'ai bien fait les choses? Est-ce que j'ai mal fait les choses?» Et après, c'est aussi avoir un peu de culture avec le temps, hein, ça se développe. Mais nous, on le voit, il y en a certains, ils attrapent une lubie, enfin et d'un coup, ils ont vu une vidéo CRO, ils regardent 15 vidéos CRO et ils commencent à vouloir AB tester la troisième section de leur page produit, mais c'est pas bon, ça ne va pas changer quoi que ce soit sur ton résultat net et des fois, en fait, il y en a, ils sautent de lubie en lubie jusqu'à temps que leur produit meure et c'est super dommage. La troisième chose que je verrais, c'est justement dans cette, optique de bien savoir prioriser et cetera, mais pour bien savoir prioriser, savoir où mettre son effort, ça passe aussi par l'information que tu reçois. Parce que, si tu reçois, une information qui te dit, justement, il faut tout AB tester sur une page produit, même tout ce qui est en bas et cetera, tu penses que c'est la bonne chose à faire et donc tu vas tunnel vision, tu vois, sur un truc qui n'est pas réellement Mmh. impactant. Et du coup, ça part beaucoup de son entourage de manière générale. À quel point est-ce que tu arrives à t'entourer de personnes qui ont un très bon niveau, un niveau au-dessus de toi à chaque fois, principalement? À quel point est-ce que tu as des contacts qui, sont plus, enfin qui ont plus de niveau de business que toi? À quel point est-ce que ton entourage aussi proche fais en sorte aussi de essayer de step up continuellement parce que forcément si tu restes avec un entourage, qui chiffre pas malheureusement et que tu as aucun, on va dire, pas forcément du mentorat, hein, mais juste même des potes qui sont très avancés, bah, les informations que tu vas recevoir vont t'induire en erreur sur le fait de savoir bien prioriser, savoir mettre son énergie au bon endroit et donc je pense que ça c'est une des parce que tu regardes, hein, la plupart des top e-com, ils sont pas entourés de 10 000 personnes, ils ont deux trois quatre potes vraiment très proches et juste ils grindent entre eux, ils ont des informations quand même de personnes un peu plus élevées de manière générale. Et c'est ouais, c'est contrôler son entourage, je pense, de Ouais. manière générale. Non, je suis d'accord là. Savoir construire son environnement, un environnement avec des bonnes informations, positif Mmh. et c'est essentiel, Et hein. ça vient aussi avec ce que je disais au tout début justement, des personnes, qui sont négatives, c'est avoir cette, cette aura, cette énergie positive autour de soi avec des mecs qui ont envie de tout arracher, des mecs qui ont les mêmes ambitions que nous, des mecs qui sont tout le temps dans le positivisme de manière générale et donc ne serait-ce que enfin, il y a les informations d'un côté, mais il y a aussi à quel point est-ce que d'un point de vue énergie, ça te tire vers le haut. Je pense que tu peux pas te rater, tu vois? Et une Mmh. fois que tu es très, très bien entouré, tu peux très peu te rater, tu vois? 100 non, l'environnement est super important. On avait dit top 3. Moi, il y en a là, c'est vrai que Il y en a plein, il y ouais. en a plein qui me viennent. Moi, un des trucs que je vois aussi et ça, bah, je le vois, en fait, au sein de mon agence, Mmh. Ah, puis c'est que tu en vois beaucoup passer toi aussi, enfin bah, tu nous, on a nos partenaires. Après, nous, on a aussi une sacrée équipe. Moi, je gère pas mal de personnes finalement, que j'ai recrutées, que je vois, quotidiennement travailler full time pour nous et en tout cas, un truc qui ressort aussi, c'est qu'il y en a, c'est des killers, il y en a d'autres, ça en est pas. Qu'est-ce que j'entends par killer? C'est en fait, il y en a qui sont débordés pour pas grand-chose, il y en a d'autres qui killent des to do et clairement, ceux qui killent des to do, c'est 100 ceux qui réussissent. Il y a des personnes qui sont débordées, tu leur demandes ce qu'ils ont fait dans la journée, littéralement, il y a rien. Je sais pas si c'est de la discipline, je sais pas qu'est-ce que c'est exactement, mais il y en a qui font littéralement rien et qui se sentent débordés. Moi, je pense qu'en fait, ils mettent l'effort au mauvais endroit et en fait, ils sont en train de préparer un Notion pendant 6 mois qu'ils vont ensuite supprimer parce que, en mmh. fait, il faut savoir aussi se dire, ça revient un peu à être prioriser qu'est-ce qui a de l'impact et vraiment se mettre des temps où, je fais aujourd'hui, je fais ça et ça passe par du tracking, en fait, je pense tout simplement. C'est traquer qu'est-ce que tu as fait, pour voir si tu vas dans le bon chemin. Ouais, c'est vrai. Ça vient avec la productivité, en fait. C'est même s'il y en a qui savent bien prioriser, bah, sur la même tâche, ils vont passer genre beaucoup plus de temps. Bah, c'est même si de base tu arrives à bien prioriser, savoir à peu près où tu dois mettre ton effort, et bien dans la tâche même,
il faut reprioriser, tu vois, au sein de la tâche et aller plus ou moins, être dans le plus ou moins, 20-80 de chacune des tâches et donc ça, c'est le tracking, je pense. Ça Mmh. passe beaucoup par le tracking. Après moi, j'ai traqué très peu de choses dans ma vie, mais je sais pas, genre, ça a toujours été logique pour moi de réfléchir 80-20 et en fait, de m'en rendre compte très rapidement que quand je fais quelque chose qui prend beaucoup de temps pour pas grand-chose, pas beaucoup de résultats, pas beaucoup d'impact, j'arrive à le corriger très rapidement. Mais je sais pas d'où ça vient, ça, je t'avoue, parce que je traque rien, tu vois, en soi, Mmh. et c'est dur de traquer les micro-tâches, tu vois. Tu vas pas Mmh. non plus, bon, bah, cette tâche-là, je passe 1h45, en vrai, je devrais passer moins de temps. Tu vas pas Ah, mais jusqu'à là, c'est tu vois, c'est mais ça, en fait, je pense que quand tu gères des personnes, le tracking est important parce qu'en fait, c'est le seul moyen de t'assurer que la personne est productive, oui, oui, vraiment. oui, ça, c'est sûr. Donc, quand tu es dans une relation de subordination, pour moi, traquer, c'est essentiel. Par contre, quand tu fais les choses pour toi, clairement, pour moi, il faut être un killer de to do. Pour moi, ceux qui réussissent, c'est ceux qui font beaucoup de choses bien, proprement et en fait, que tu sens qu'il y a de l'énergie, qu'il y a du volume. Ceux qui sont trop dans la réflexion, pour moi, ça se sent directement, en fait. Quand Mmh. quelqu'un dit qu'il va faire quelque chose, une semaine plus tard, il l'a toujours pas fait. Il y en a un autre qui fait littéralement 15, 20 fois plus. En fait, tout à l'heure, tu parlais de l'environnement et tu disais qu'il y a 1000 fois, 10 000 fois plus de chances de réussir. En fait, les multiplications sont choquantes. Il y en a qui font 50 fois plus de boulot que d'autres. Ça paraît, on dit: «Ah 50 fois», pourtant c'est 1 versus 50 humains, mais c'est littéralement ça. Il y en a qui travaillent 50 fois plus que d'autres. C'est pas 2 fois plus, 3 fois plus, c'est 50 fois plus. Quand tu regardes factuellement la production, avec la même qualité, il y en a qui ont fait en un mois 50 pages produits, l'autre il en a fait 2. Il Mmh. y en a un qui a fait 250 créas qualitatives, l'autre il en a fait 15 et c'est aberrant en fait, la différence de productivité entre certaines personnes, on parle de c'est des multiples de malades mentales et après on s'étonne pourquoi il y a pas la même réussite, il y a pas les mêmes inputs. L'output est différente. Moi, c'est ma phrase préférée, hein: «Input est égal à output». C'est l'effort, le temps, l'énergie que tu donnes, la qualité de l'information que tu rentres, ça va être ton résultat Mmh. et ça, c'est sous-coté, les gens ne se rendent pas compte d'à quel point les humains des fois sont différents en termes de travail. Ouais, c'est vrai. La conclusion, c'est vraiment que le mindset, ça a un impact énorme parce que ça a un impact sur le business et l'e-commerce, c'est un business tout simplement. Donc si les personnes ne sont pas dans la première case des 3 erreurs, mais qu'ils appliquent bien les 3 choses qui font vraiment, que ça marche, normalement, elles devraient bien s'en sortir. Maintenant, dernier sujet que j'aimerais bien aborder avec toi, donc la vidéo, elle va sûrement sortir, début novembre. C'est le Q4, c'est Black Friday. On n'a pas beaucoup de temps de se préparer. Les personnes qui ont déjà un winner ou un début de winner, est-ce que tu as, de ton expérience du Q4 dernier, des quick wins à implémenter? On est début novembre, j'ai envie d'exploser sur Black Friday, mais aussi sur Noël, sur le Nouvel An, sur le mois de décembre. Ce fameux Q4, Q5 aussi, certains parlent du Q5. Ouais. C'est Est-ce que tu as des quick wins, des choses à donner, qui vont, leur permettre de faire beaucoup de profit, ces jours et ces mois qui suivent? Ouais, carrément, carrément, carrément. Alors déjà, moi, il y a quelque chose que j'avais remarqué l'année dernière, que ce soit sur, moi de mon côté, mais aussi pas mal de monde. Les meilleurs jours, enfin le top jour, on va dire, c'était pas le Q4 même, enfin c'était pas le dernier vendredi de novembre, c'était un peu après. C'était, quelques jours après. Je sais pas si ça revient comme ça tous les ans, mais c'était tout début, décembre, il me semble. Je crois que je sais pas si tu te rappelles, mais il y avait vraiment un gros Mmh. pic qui ressortait de manière générale et donc c'est de se dire que le Q4 c'est pas jusqu'au enfin il se termine pas en fait fin novembre, ça continue même après et moi partant de ce principe-là, en ads notamment, il y en a beaucoup qui coupent en fait leurs ads, dès que le Q4 est fini, ils coupent leurs ads et moi j'ai des ads qui ont duré 2 mois et demi après le Q4 et qui ont continué d'être rentables. Donc c'est juste un truc tout con, mais ne coupez pas des choses qui Donc fonctionnent. 1 value, quand il y a un truc qui fonctionne, on ne le coupe pas. Ça va pas s'effondrer. On peut peut-être légèrement descale si on a peur, Ouais, mais on ne coupe pas une créa Black Friday après le Black Friday. Si ça fonctionne et les ROAS sont bons, on est rentable, on continue. ouais, c'est ça. En fait, Parce il faut moi ce que je pour aller dans ton sens, les personnes ne sont pas extrêmement éduquées sur cette période et même cette période, elle commence entre guillemets «à évoluer» avec le temps. Avant, c'était le Black Friday, maintenant on parle de Black November et en fait, tout le monde, même les plus grands, il y a le
le Black Friday extended. Enfin, en fait, le Black Friday, concrètement, on sait plus vraiment c'est quoi la date exacte du Black Friday. Une semaine plus tard, on est vendredi, c'est encore une fois le Black Friday. En fait, chaque année, il Et, s'allonge, hein, et chaque année, il vers s'allonge. le avant ou Et après. exactement, c'est ce que j'allais dire avant aussi. Moi, dans ton sens, donc ne pas couper les ads après. Là, on est début novembre. Moi, le conseil que j'ai à donner, c'est essayer, commencer le Black Friday ou le Black November ou faites un pré-Black Friday, un early Black Friday le plus tôt possible. Parce que nous, on voit déjà des créatives fin octobre exploser avec l'angle Black Friday. C'est un océan bleu, personne ne se place dessus. Les personnes, ils sont déjà dans le mood Black Friday. Concrètement, la value, c'est ne coupez pas et réfléchissez Black November plus que Black Friday. Mmh. Et même au-delà de November, quoi. Ouais. Donc ça, c'est super intéressant. D'ailleurs, justement, tu m'en avais fait part qu'il y avait déjà des créas qui fonctionnaient bien. J'ai testé, j'ai aussi donné à pas mal d'élèves l'info et qui ont déjà testé de leur côté et ça marche bien aussi. Ça marche bien? Ouais, et pourtant, là, tu vois, on est fin octobre. Moi, je suis sûr que ça se trouve, tu commences mi-octobre l'année prochaine et il y a moyen Mais que on l'avait vu ensemble, il y avait des shops qui, en février-mars, tournaient encore avec Ouais, des créas Black Friday. En fait, déjà, si la créa est bonne de base et si le produit tourne et tout, dans tous les cas, une créa, c'est pas parce que tu es plus Black Friday qu'elle peut pas fonctionner. Tu peux même écrire French Days, 6 mois plus tard, elle fonctionne. ouais, c'est vrai. Il y a le produit, il y a peut-être un message, il y a une promotion. Dans tous les cas, la créa, c'est une créa bottom of funnel qui est pas mal. Mmh. Et le Black Friday, ouais, il y a une effervescence autour du mois de novembre qui est forte. Ouais. Un autre tips assez rapidement applicable, c'est le jour J au niveau des emails. Je sais pas, je pense que la plupart des gens, ils envoient qu'un seul email de manière générale. Pas hésiter à en envoyer un peu plus que ça et notamment le premier email, pas l'envoyer à 8 heures du mat. Genre les gens, le jour J, du Black Friday, ils sont là à 23h50, ils sont déjà là pour minuit. À minuit pile, il y a les premières promos qui commencent. Donc vraiment, aller early avant tout le monde. En fait, c'est vraiment ce concept d'arriver un peu avant tout le monde. Ouais. Parce que bah, les gens se font matraquer d'emails, tu vois, le jour J. Ouais. En fait, si tu envoies un email dans les premiers, bah, tu as beaucoup plus de chances d'être ouvert et du coup, forcément, les gens passeront potentiellement plus la carte chez toi que chez un autre. Parce qu'on est en concurrence avec les prods directs, mais aussi on est en concurrence indirecte avec tout le monde. Parce que les gens, en fait, ils ont un budget, ils ont une enveloppe pour le Black Friday. Et s'ils dépensent pas chez toi, bah, peut-être ils ont Ah oui, acheté une non, mais machine là, à laver à la on place, est tu en vois. concurrence avec les magasins physiques parce Exactement. qu'il y a une enveloppe, il y a un budget. On est en concurrence avec Amazon, avec Netflix qui fait une promo Black Friday. Enfin, on est en concurrence avec le Avec tout, monde à ce ouais, c'est moment-là. exactement ça. Donc partant de ce principe-là, justement, j'ai pas mal creusé le sujet Black Friday chez des Américains, chez plein de conférences, etc. Et il y en a beaucoup qui le redisent. Envoyer un email soit à minuit pile ou soit même 10 minutes, en fait, pas le jour J, mais la veille à 23h50, 50. 55. Premier email, un deuxième email à 8h du mat, quand les gens commencent à se réveiller, etc. Un autre email fin d'après-midi à 15h, en mode avec de l'urgence, il nous reste très peu de stock, faites Hmm. vite. Et un email potentiellement fin de journée ou le lendemain, ou en mode bah, il nous reste encore quelques stocks, allez, extension du Black Friday le lendemain, tu vois. 100%, moi je te rejoins. En fait, ça me fait Faut penser bombarder. en fait, ça me fait penser à de base, on fait pas ça en email pour la délivrabilité. C'est-à-dire qu'il y a il y a des codes à respecter, pas spammer parce que ça peut réduire le open rate et avoir un impact sur la santé de la boîte mail à court moyen terme. Sauf que on est dans une période tellement importante qu'en fait, justement, on a construit toute l'année une super santé de délivrabilité, on a construit une super boîte mail. Pour ce moment-là, pour moi, il faut la dégommer, en fait, la boîte mail. S'il y a bien un moment où il faut être un mauvais élève, c'est à ce moment-là. On s'en fout de la délivrabilité. On la récupérera en décembre, en janvier, en février. Là, c'est le mois où il y a le meilleur taux de conversion. On a récupéré plein de mails. On peut justifier une offre de la meilleure des manières. Pour moi, c'est à ce moment-là qu'on bombarde, en fait. On envoie 3, 4, 5, 6, 7 mails sur une période très courte. C'est pas une bonne pratique, mais c'est la meilleure pratique pour faire du profit. Mm. Et après, on calmera, on fera des choses un peu plus éducationnelles, annonces moins que promotion, mais 100%. Il faut tartiner en fait le mois de novembre. Et, euh, le mail, c'est un enjeu énorme. Il faut Ouais. mettre de l'attention C'est du dessus. free profit à aller chercher. Donc, C'est du free profit, il y a énormément de profit à aller chercher. C'est, pour moi, c'est le travail de l'année, en fait, on a été rentable en cold, on a récolté des dizaines, des centaines de milliers de mails.
bah, s'il y a bien un moment où il faut en profiter, c'est maintenant. 100%. Tu vois autre chose, toi? Est-ce que je vois autre chose? On a parlé du coup de Black Friday, le Black November en fait finalement, extend tout ça. On a parlé du mail, l'importance du mail et l'importance de tartiner quitte à perdre un peu de délivrabilité. Moi maintenant, ça va être le sujet de la logistique et des COGS. Souvent dans cette période de l'année, les coûts augmentent. Sauf qu'il y en a plus d'un qui ont une surprise dans cette période parce que c'est une période tendue. Les agents logistiques sont, enfin, ils Débordé, sont en charge maximale, ils travaillent énormément. La communication parfois s'effrite, de par l'euphorie de l'e-commerçant et de par la charge de travail de l'agent et en fait, parfois, avec la logistique, la période et cetera, les coûts augmentent, Mmh. régulièrement. Une semaine sur l'autre, les coûts peuvent changer, pendant ces 2 derniers mois. Moi, ce que j'invite chaque e-commerçant à faire, c'est d'avoir une très bonne communication avec l'agent et de demander une update des COGS chaque semaine pour ne pas avoir de surprise. D'expérience, il y en a beaucoup qui pensaient avoir fait un super Black Friday l'année dernière et en fait, ils ont scale peut-être un peu trop fort de par l'euphorie et en fait, ils ont été prévenus et ça, c'est pas terrible, mais ça existe malheureusement a posteriori de l'augmentation des Ouais, COGS une fois que tu as scalé comme un fou, et quoi. quand tu as scalé et voilà et après, est-ce que c'est parce qu'ils sont en charge maximale? Est-ce que c'est une technique d'agent? Ça, voilà, c'est un sujet, mais quand tes COGS augmentent de 1 $, 1,50 $, que tu n'as pas été prévenu a posteriori 2 semaines et que toi, tu as scalé comme un fou, tu étais un peu moins derrière tes chiffres, tu étais dans le marketing, c'est le Black Friday, Ouais, où il tu y a envoies tes dashboards, tu es trop content à ouais, tes c'est ça, il amis, y a l'ego de il y a l'ego dashboard. du dashboard aussi et en fait, ça fait un cocktail mortel. C'est un cocktail où en fait, tu fais 54 CA, tu as monopolisé beaucoup de ta trésorerie, tu as fait quasiment aucun profit ou peu de profit pour une mauvaise gestion, un peu d'ego, un manque de communication, un peu de stress aussi des 2 côtés et donc moi, ce que j'invite à tout le monde, c'est communiquer énormément avec votre agent pendant cette période-là, demander des updates de COGS pour vous protéger d'une hausse a posteriori qui peut être, Mmh. très élevée. Ouais, bah, moi, une erreur que j'avais fait l'année dernière d'ailleurs au Black Friday qui pourra peut-être en aider certains, c'était que justement, c'était, 1re fois que je faisais ce type de dashboard-là et moi, ça me poussait à en fait, je savais qu'il y avait encore je pouvais encore pousser le truc parce qu'il y a la rentabilité suivait, tu vois? Sauf qu'il y a un truc, c'est qu'il y a une gestion de la trésorerie aussi à avoir durant ce Q4. Mmh. Moi, ce qui s'était passé, c'est que du coup, j'avais scalé jusqu'à un certain stade. J'avais vraiment poussé le truc. J'étais monté à plus de 40 KD, notamment sur le Q4 dernier et j'avais à ce moment-là un processeur de paiement. Le payout était en 7 jours et je crois que j'avais 15 qui était hold sur, 45 jours ou 70 jours, quelque chose comme ça. Ce qui fait que à ce moment-là, 15 moi, c'était, ma marge nette, tu vois, que j'avais en tête, 15 parce que je voulais Mmh. vraiment, scale fort et puis, bah, 15 sur, 30-40 KD, enfin, tu manges bien, tu vois? Donc je m'étais retrouvé en fait à un stade où j'overspendais chaque jour. Mon budget en ads montait tout le temps, enfin montait progressivement. Et l'argent que je recevais des payouts de 7 jours avant n'était plus suffisant pour couvrir l'argent que je dépensais en ads. Donc j'étais rentable, certes, mais ma trésorerie, par contre, en prenait un coup petit à petit. Et en Mmh. fait, j'étais arrivé à un stade où, en plus de ça, j'ai eu un problème justement, je crois, avec un autre processeur de paiement ou une banque. J'avais une galère de vérification où je pouvais pas aller piocher l'argent à certains stades. Et en fait, je me suis retrouvé en plein, le Q4 était déjà passé, je crois que c'était mi-décembre, où je pouvais continuer à scaler et en fait, j'ai été bloqué par la trésorerie, parce que j'avais plus assez de trésor, donc je devais descaler très fortement pour pouvoir payer les agents et cetera, payer les ads Ouais. et je sais pas, dans l'euphorie, on va dire, du dashboard, de pas trop forcément être derrière ces chiffres, ce que tu as dit, bah, je me suis retrouvé bloqué et en fait, du coup, là où j'aurais pu continuer à scaler, peut-être moins fort, Mmh. mais plus stable, j'aurais fait plus d'argent qu'à vouloir faire le fou d'un coup, à trop Ouais, monter. carrément, c'est une erreur commune et en plus, ça m'évoque un sujet, bon, il y a un peu tard, on est début novembre, mais si les personnes peuvent diversifier, leur back-end, tant bien que mal, c'est-à-dire, en tout cas, au moins avoir une réflexion de banking, où mettre l'argent pour diversifier le risque, peut-être avoir une banque supplémentaire s'ils en ont l'opportunité, ad account pareil, parce qu'en fait, comme tu as dit, hein, décembre, c'est aussi un excellent mois. Il y a pas que novembre, donc il y a encore un peu de temps quand même et on n'a pas envie d'avoir toute sa trésorerie sur une banque. Si on peut, en fait, diversifier et avoir un backup et aussi avoir un backup de PSP,
bah, ça permet en fait tout simplement d'éviter d'avoir, l'herbe coupée sous les pieds, C'est vrai que la en plein Dacont, on scaling. n'y pense pas, mais t'imagines, tu es en train de Ah, scale, tu un problème d'adacante c'est à ce fini, hein. moment-là, tu fini. Alors que si tu as un petit backup un peu chauffé, où tu as déjà pris contact Ouais, avec une agence parce qu'attention, c'est une période où tout le monde a des problèmes parce que ça scale. Ça veut dire les que services, les ils sont services clients et overbookés. cetera, ils sont overbookés. Donc anticiper, demander un deuxième ad account, le chauffer, faire tout le nécessaire, créer une nouvelle page, enfin faire tout ce qui est nécessaire potentiellement en amont. Début novembre, c'est essentiel en fait parce que faut pas enfin faut ça c'est des problèmes qu'il faut anticiper, c'est les 2 meilleurs mois de l'année, faut pas subir. Ouais, parce que tu imagines, tu prends un ban, profil Facebook, tu avais ton BM dessus, tu avais ton pixel, tes pages qui se retrouvent complètement bloquées. Tu perds un Bah, là, c'est Q4, bon. il y en a pas 10, enfin je veux dire un Q4, tu pas envie de le louper Ouais, quoi. ouais, ouais, c'est que tous les ans, donc 100. Non, je pense que Donc c'est diversifier son back-end, anticiper les risques, voilà juste faire des scénarios rapidement sans non plus se branler quoi, hein. C'est concrètement, si je perds mon ad account, est-ce que je suis tout nu? Oui, bah, peut-être que je dois demander un ad account avant que ça explose, fin novembre-décembre, chez les service providers. Pareil pour la banque. Est-ce que si cette banque me freeze, est-ce que c'est 80 de ma trésor ou 30-40 de ma trésor? Et essayer de trouver des solutions tant bien que mal, rapidement, sans non plus perdre l'effort marketing qui est essentiel dans cette période, heu, géniale en fait, c'est le mmh, Q4 quoi. mmh. Et communiquer avec l'agent. Ça, c'est une erreur que j'ai vue l'année dernière qui a tué certaines Ouais, c'est personnes, vrai, mais on n'y pense pas, hein. c'est on n'y pense pas, mais c'est pas quand l'agent est overbooké qu'il faudra lui parler. Là, faut s'assurer des COGS, peut-être faire du stock aussi potentiellement si notre produit est sous tension. Il y en a des produits comme ça où tu peux pas vendre, Ouais, tu peux pas produire plus énormément, tu peux pas produire que plus que ce que ce que l'usine, tu peut prévoir et du coup, en fait, tu te retrouves bloqué par ça aussi. en temps normal, ça passe, mais dans une période, qui chauffe, c'est compliqué. Ouais, Donc en fait, finalement, si je dois résumer en fait le conseil qu'on donne, c'est de bien s'assurer que tout se passe bien avec tous nos parties prenantes. C'est, s'assurer que tous les parties prenantes, il y a une bonne communication et s'assurer qu'il y a des backups, des choses, ouais. qui sont mis en place en amont et pas, on anticipe, on subit pas. Bah, le back-end est tout aussi important que le front, en fait, sur 100. ce type de période-là. Et tout le monde va parler de marketing. On a parlé de marketing, mais personne ne parle du back-end qui est finalement le nerf de la guerre. C'est les fondamentaux. T'as pas ça, t'as rien. Ça te stoppe, net. Mmh. Ça te stoppe net et ça peut te stopper pendant très longtemps avant même que tu reviennes et ça peut en arrêter certains à vie. Genre, ça peut te dégoûter. J'ai déjà vu des personnes commencer un peu à scaler, back-end fini, ils ont pas les solutions, ils ont pas, la mentalité, on va dire, enfin, la gestion des émotions, tu vois? Qui est Mmh. catastrophique. Et du coup, derrière, ils se relèvent pas, ils reviennent de temps en temps, mais Et préparez déjà vos sheets de tracking daily, surtout dans cette période-là. Moi, j'aime pas traquer daily de base, j'aime bien dézoomer, mais là, dans cette période cruciale où les COGS peuvent augmenter d'une semaine sur l'autre, où on peut monter très haut et faire beaucoup de contribution margin, mais peut-être moins de pourcentage de CA, il faut vraiment qu'on soit sûr des frais de PSP, des coûts, des COGS, des coûts divers. Enfin, il faut vraiment, en fait, qu'on a une vision claire sur le profit qu'on fait parce que vraiment, quand certains pensent faire 30, en fait, ils en font 15, parce que c'est pas bien traqué et dans cette période-là, une augmentation du COGS, ça tue le profit et c'est pas bon. On est là pour faire du profit, pas du CA. ouais, c'est vrai. Après, tu vois, les conseils qu'on donne Q4, c'est des conseils que de base, tu es censé déjà Ah oui, appliquer tout au long 100. de Là, c'est l'année. en gros, c'est réveillez-vous, c'est maintenant, Mais si parce vous que l'avez là, pas fait, il faut c'est le faire. amplifié, en fait, Ouais, c'est 100. amplifié. Ça s'accélère et si c'est pas déjà prêt, faut accélérer. Ouais, ouais. Mais en effet, normalement, quand on tourne déjà bien l'année, tout ça, c'est bien mis en place. Et là, ça va être juste en fait, ça amplifie les problèmes, le Q4. Ça Mmh. amplifie le Ouais, c'est ça, CA, ça 100. amplifie le problème. Et le problème, c'est qu'un problème amplifié, c'est dur à résoudre alors qu'on pouvait l'anticiper et passer peu de temps dessus. Ah, si de base, toute l'année, tu avais juste mis des pansements sur tes égratignures, Voilà, tu c'est vois? ça, Bah, là, tout pète, au Q4, quoi. OK, intéressant. carrément. En tout cas, ça fait un beau mot de la fin, des quick win Q4, quelques avertissements des erreurs passées qui font toujours plaisir. Et franchement, il y a plus qu'à tartiner, hein. Créa, Black Friday en grand, noir, rouge, jaune, c'est ce qui fonctionne, hein, c'est ce Ouais, qui fonctionne. magnifique, beaucoup de value. En tout cas, Zézinho, merci d'avoir été présent. Plaisir. Excellent, excellent conseil.
Je te souhaite un bon Q4, un bon Black Friday, à toi et à tes élèves aussi de la Zcom Academy, qu'on Exact. commence à voir de plus en plus nombreux, hein. Quand je fais ma veille, je vois plus en plus des Zcom, j'en discute avec Ouais. certains, je les vois de plus en plus sur TrendTrack, sur Afterlib. Enfin, je vois des conseils aussi que tu donnes Ah, j'essaye d'être sur le derrière à marché. fond derrière. Ça se ressent, en tout cas sur le marché, on les voit, ils sont présents, Pourtant on ça fait voit. pas longtemps, Ça fait mais pas longtemps, mais les impressions ne mentent pas. ouais, ouais. Les impressions ne mentent pas. Non, je suis content de la commu, bâtie. C'est qu'un début, mais je suis vraiment content. Les gens, ils en fait, ils ont l'envie, les informations sont bonnes et quand derrière la mentalité est bonne, si les informations sont bonnes, bah, ça va tout droit. On commence à le voir. Il y a de plus en plus de dash là qui commencent à pop, dans la Zcom, donc c'est incroyable. Donc, ouais, je suis derrière, eux à fond pour ce Q4. Justement, là, tous les conseils que j'ai donnés là, c'est des conseils que je leur ai déjà donnés en amont pour qu'ils puissent, se préparer à fond. Mais, ouais, je suis content déjà de de ce que je Bah, commence à build. excellent, et j'ai hâte de voir, ce Q4 chez vous, Ouais. et 2026 aussi. Je pense que ça va faire que grossir, et les dashboards vont être de plus en plus gros. Aucun doute. Bon, bah, merci en tout cas pour l'invitation, c'était vraiment cool. Au plaisir de passer sur la chaîne, donner, de la value. Carrément, et n'hésitez pas, à vous abonner. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne de Zezinho, elle sera aussi, en description. Et bon Q4 à tout le monde, hein. Je vous Bon souhaite, Q4. de scaler, de faire attention à votre profit, ne pas avoir d'ego, et d'avoir une super communication avec votre agent pour que tout se passe pour le mieux. Évitez les mauvaises histoires, qu'on a déjà vues dans le passé. Vous avez toutes les cartes en main pour passer un super Q4. Ciao, ciao, bon Q4.